Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode d'Aventure épique. Aventure épique, c'est le podcast qui vous fait vivre dans chaque épisode une aventure en nature hors du commun. Explorateurs illustres, sportifs renommés ou encore simples amateurs, aventuriers du quotidien, Aventure épique est une plongée en apnée, le temps d'une aventure qui va vous tenir en haleine, vous émouvoir et vous inspirer. Les disciplines que vous pourrez retrouver dans Aventure épique, l'alpinisme, l'exploration, l'escalade, le parapente, le vélo, la natation, la voile, le ski et bien d'autres encore. Aventure épique, c'est un nouvel épisode, un mardi sur deux, et le lundi qui précède, un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour et découvrir les coulisses du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram aventureepique.podcast. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Aventure épique. Des aventures en plein air, à couper le souffle. Hello Steven. Salut. Bienvenue dans ce 5e épisode d'Aventure épique, le nouveau podcast que j'ai le plaisir d'animer, qui a pour ambition de partager des aventures en plein air à couper le souffle. Comment ça va Steven, sur une échelle de 1 à 10, là t'es à combien? Bah là je suis épique là. Je suis épique. Non mais ouais, ça va. Non, c'est franchement en toute franchise, je vais pas faire le mec triste, mais en ce moment c'est dur. En vrai de vrai. Non, c'est dur en ce moment, je suis en pré-expédition et du coup c'est un peu la période où je suis comme un enfant de 12 ans qui a peur de rater son examen à l'école et d'oublier un truc dans sa valise, et j'ai un peu la tête en l'air et donc voilà. Et puis je suis un peu obsessionnel quand je suis en prépa de projet, du coup t'as envie d'être en forme, mais en même temps tu dois passer du temps derrière l'ordi, en même temps j'ai Gravelman à gérer, j'ai ma boîte à gérer, j'ai les sponsors à trouver, bref. C'est sympa, quoi. Non, c'est un peu stressant, ces périodes stressantes, mais c'est comme un trailer ou un athlète avant un gros objectif, ils sont toujours insupportables. Donc je suis insupportable. Je te propose donc qu'on arrête dès maintenant l'enregistrement de cet épisode. On aurait Non, Steven, te laisse pas battre. Pense à, tu vois, cette belle météo à l'extérieur. Là, pense à ce joli soleil de novembre qui nous gâte. J'ai pris la saucée de l'année là à vélo en rentrant chez moi pour enregistrer l'épisode. Il y a aussi ça, ouais. Il y a aussi ça qui fait que ça s'arrête jamais. Là, j'étais en région parisienne en plus, donc en fer sur terre là, c'est génial, mais c'est la vie. Tu sais que tu rêveras de ces trompes d'eau dans à peu près un mois. Là, tu risques de rêver de ces moments-là, là, très humides. Ouais, possiblement. Je sais pas. J'aime bien quand même. J'aime bien affronter les trucs et être au bout du chemin de moi-même, en fait. J'aime bien cette zone de je vais un peu mourir. Ça chatouille. Ouais. Ouais. Steven, tu vas partager avec nous aujourd'hui l'une de tes aventures épiques, puisque tu en comptes un sacré nombre jusqu'à maintenant. On va parler de ta Silk Road Race à laquelle tu as pris part au mois d'août dernier. C'est une course d'ultra-distance à vélo longue de plus de 1800 km, 30 000 de D+, pas d'assistance, à travers les montagnes du Kyrgyzstan. Et puis il y a plein d'autres choses qui viennent encore corser l'histoire. Tu vas nous raconter tout ça. C'est une course qui est redoutable. Mais comme l'a dit le cycliste Mike Hall, qui est cité sur le site de la course, rien de ce qui vaut quelque chose n'est jamais facile. Je pense que cette course va en être une belle démonstration. On n'a pas été dans la facilité là, je crois. Ouais, c'est dur. C'est des régions difficiles. J'ai fait la Mongolie l'année d'avant. Ça se ressemble un peu. En fait, c'est des régions russophones. Déjà, les gens sont durs. Les paysages sont durs. L'altitude, c'est pas facile. La météo est pas facile. Et le terrain, le sol n'est pas facile non plus. Et voilà. Après, il reste l'air, mais l'air est chaud ou froid. Et voilà. Sinon, c'est cool, hein. Et il n'y a pas de niveau. Il n'y a pas du tout de coureur. Ouais, là, il y a un niveau relevé. Bah, c'est fou parce que là, je suis chez un sponsor dans un magasin qui me sponsorise avenue de la Grande Armée, et j'ai rencontré un de mes amis qui a remporté cette course, Sofiane Seili. Et il était là il y a 15 minutes et il a failli me faire rater le podcast. Parce qu'il me dit, bah, viens, on fait la route ensemble. Et je dis, bah ouais, trop bien. Et je dis, il y a quand même un truc qui cloche. Je sais pas quoi, mais je vais quand même regarder mon agenda, Sofiane. Mais, ouais, c'est drôle parce que j'étais avec lui il y a 15 minutes. Ouais, il a emporté sur l'édition de cette année, effectivement. Steven, cette course-là, c'est une question inaugurale du podcast. Est-ce que tu y repenses souvent? C'est un bon souvenir de mon année. C'est un bon, je sais pas comment dire, c'est quelque chose qui aura marqué mon année, mais je revenais d'une épreuve qui s'appelle la Tour Divide aux États-Unis.
j'étais déçu de moi, déçu de mon résultat, déçu de mes sensations, déçu de ce que j'avais vu là-bas. Et du coup, j'ai vécu un truc fort. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai vécu aux US. Et du coup, non, c'est un bon souvenir de mon année. J'en suis fier. Et ouais, c'est une belle course, on va dire, parce que maintenant, c'est des courses, hein, c'est des aventures, évidemment, mais c'est aussi des courses avec un résultat. C'est pas la même chose qu'une aventure sans dossard. Et voilà. Et du coup, c'était hyper relevé, ça allait très vite et tout, mais je suis content de moi. Steven, habituellement dans ce podcast, donc pour l'ouvrir, je vais chercher un résultat de la page Google qui est en lien avec le thème qu'on va aborder dans l'épisode, et puis je pioche dans Google Actualité un truc qui me surprend, qui me fait marrer ou autre, et puis je fais réagir mon invité sur le sujet. Donc là, j'ai fait des petites recherches sur Kyrgyzstan. C'est le pays dans lequel le premier pays dans lequel Poutine est allé depuis qu'il est visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, mais je suis pas tout à fait sûr que ce soit l'objet de notre échange aujourd'hui. Par contre, j'ai trouvé un autre article qui raconte l'histoire de Léopoldine Després, qui est une agricultrice française, qui est une agricultrice française qui a traversé à cheval. Ouais, c'est vachement dur, beaucoup plus que ce que je pensais. Qui a traversé à cheval avec sa sœur Élise les monts Célestes. C'est une aventure qui a duré 4 mois et 1100 km, qui les a menés de la vallée de Laxaï aux rives du lac Issyk-Kul. Tout ça, tu dois connaître de nom en tout cas. Ouais. Elles étaient accompagnées donc dans cette aventure équestre par 2 chevaux, un cheval de bas et un chien. Est-ce que toi, c'est le genre de caravane qui pourrait te faire kiffer vaguement ou jamais de la vie? Si, ça c'est demain en fait. C'est après-demain, on va dire. C'est quand j'aurai passé le cap de... j'ai encore un peu d'orgueil, d'ego, et j'ai envie de me sentir vivant en faisant la bataille avec des gars qui sont très forts, plus forts que moi souvent, plus jeunes aussi maintenant. Mais ouais, ça sera demain. J'irai plutôt vers d'ailleurs des trucs comme j'irai dormir chez vous, etc. que sur ce que je fais actuellement, c'est-à-dire des courses très engagées, très rapides, et où tu ne prends pas forcément le temps de passer du temps, même si le temps idéal pour moi, la vitesse idéale, c'est à vélo, parce qu'à pied, je m'ennuie pas, mais ça va moins vite, tu vois moins de paysages, mais j'irai vers ça, c'est sûr. Après, le cheval, je suis pas champion du monde de chevaux, et du coup, je pense que ça fait mal aux fesses, et je pense que le freinage du cheval, je suis pas encore au point, mais je ferai ça un jour, c'est sûr. On m'avait déjà proposé, Elodie Aero, elle m'avait proposé d'aller dans le Sahara avec des dromadaires ou des chameaux, et enfin, c'est le genre de truc, je sais que j'irai vers ça un jour, donc oui. On va surveiller ton actu et ta prochaine aventure à l'autre chameau. Steven, on va prendre... ouais. Ah oui, attends, chameau, c'est quoi? C'est 2 bosses, ouais, c'est peut-être galère un peu. Steven, on va donc remonter le temps pour en savoir un peu plus sur toi, pour nos auditeurs qui auraient besoin un peu d'éclairage sur ton parcours de vie, et puis surtout pour se dire que quand même de là où tu viens explique très probablement là où tu as eu envie d'aller. Dans quel contexte tu as grandi? T'es né et tu as grandi à La Courneuve, c'est ça? Ouais, je suis breton. J'ai été conçu en Bretagne. Tout de moi est breton. Mon nom de famille est breton. Mes 2 parents vivent en Bretagne, mais j'ai été élevé dans le 93 à La Courneuve, qui est plus connu pour ses soit footballeurs, soit des brigandages et ce qu'on traitait de racailles pendant très longtemps, que pour ses aventuriers explorateurs, mais c'était une certaine forme d'exploration, c'était une certaine forme de dépassement de moi, parce que je pense j'étais un môme sensible, un peu triste aussi, un peu nostalgique de je ne sais pas quoi, peut-être d'une vie passée, j'en sais rien, mais je sais pas, j'avais envie de vivre intensément, il me manquait un truc, et je l'ai trouvé dans ma vie d'aujourd'hui. Mais c'est un peu illimité, ce truc de l'aventure, du coup j'ai toujours envie de mieux, de plus, et d'aller découvrir des contrées, des gens, et puis de m'aventurer, quoi. Ton goût pour l'aventure, il a été marqué là, dès ton enfance. C'est toi qui t'es émancipé, construit ça, cette envie d'aller t'ouvrir au monde, même à ton échelle, faire un peu plus loin que le tour du pâté de maison, et pousser, aller à la rencontre de l'autre et explorer. Ça, c'est une curiosité que tu as développée toi-même. Est-ce que c'est un héritage familial? Comment tout ça a trouvé sa place? Je sais pas. Je pense que c'est moi, mais après,
c'est vrai que des fois, j'écoutais mes parents. Alors, ma mère, elle voulait, enfin, c'est fou parce que elle le fera jamais. Peut-être qu'un jour, je la ferai rêver. Mais elle me racontait qu'elle voulait, quand elle était plus jeune, devenir pilote de rallye, que mon père, il voulait être champion de cross. Tu sais, c'est les histoires de famille où tu te dis, mais pourquoi tu l'as pas fait, en fait? Et il y avait un peu de ce truc-là. Mes parents sont venus à Paris parce que mon père était politique et voilà, le travail c'était beaucoup à Paris. Et du coup, c'était une certaine forme d'exploration, je pense, pour eux, un peu aventureuse. Et voilà. Après, moi, j'ai commencé le vélo, j'avais 5 ans et mes premières explorations, c'était dans le parc de La Courneuve. Après, ça allait un petit peu plus loin, changer de département, aller en Picardie, aller changer même de région pour aller Picardie. Après, j'allais de l'autre côté, Vallée de Chevreuse, etc. Et puis après, j'ai commencé à faire des courses qui m'ont emmené championnat de France des écoles de cyclisme où j'ai rencontré des garçons des Steve Chenel qui aujourd'hui sont assez connus, mais on s'est connus. On avait, moi j'avais 8 ou 9 ans, lui il avait 12 ans. Et voilà quoi, c'était déjà des longs voyages, hein, aller dans le Jura, aller en Moselle, aller à l'autre bout de la France. Mes parents voyageaient pas énormément. Ils m'ont pas forcément emmené, comme j'en entends beaucoup là, dans la nouvelle génération qui arrive, ou c'est peut-être mes réseaux, j'en sais rien, mais j'ai beaucoup voyagé aux États-Unis quand j'étais plus jeune. Le mec à 20 ans, il me raconte ça, tu sais, tu le regardes, tu dis bah ouais, à 20 ans, moi j'étais allé à Tenerife. Mais il y avait un peu de ça, de frustration, je l'ai pas fait quand j'étais jeune, et j'ai envie d'y aller, quoi. J'ai envie. Et puis je suis vraiment addict à faire du vélo, quoi. Je suis pas barjot complet à me dire je suis malade de sport parce que c'est pas du tout vrai. Je suis pas bigorexique du tout, en fait. Des fois, je fais pas de sport pendant 15 jours, je m'en fous. Bon, après, des fois, je reviens d'un truc de 5 ou 7 000 kilomètres, donc ça se comprend. Mais non, j'ai besoin d'explorer, même à côté de chez moi, même partout. J'ai besoin de découvrir un chemin, une route ou voilà, ou du matériel ou des gens. Et puis voilà, c'est ça que j'aime, quoi. Est-ce que toi, tu t'es dit justement à ce moment-là que toi, si tu avais un rêve, tu te donnerais les moyens de l'accomplir et de le vivre, et que ça reste pas justement à l'état de rêve et que tu entreprendras en tout cas ce qu'il faut pour que ça devienne autant que possible une réalité plus tard? J'ai eu plusieurs passages dans ma vie, notamment le statut de sportif de haut niveau. J'étais cycliste élite pendant une dizaine d'années. C'est surtout ça, en fait, où j'avais ce rêve idéaliste de me dire je vais gagner le Tour de France un jour. Je sais que je vais gagner le Tour de France. Bon, j'ai jamais gagné, je l'ai même pas fait. Et en fait, je pense que ce qui m'a sauvé la vie, c'est sans doute de pas être passé professionnel. Parce que si j'étais passé pro en vélo, c'est pas comme en trail ou dans d'autres sports. C'est vraiment rentrer dans une équipe, rentrer dans une structure, donc dans une entreprise et rentrer dans des codes, etc. Et je n'avais pas forcément ces codes, je n'étais pas forcément fait pour ça. J'adorais partir avec les gars en camion, traverser la France, galérer pour trouver à bouffer, machin, et pas manger grand-chose d'ailleurs, et faire des courses, faire la bataille et tout ça. J'adorais ce truc-là, mais je me faisais chier, quoi. Et puis j'en avais marre de faire la course, tu vois. C'est dur de faire la course, de cet objectif de résultat constant, de performance évidemment. On fait tous une performance en étant vivant, mais de résultat, toujours la répression du résultat. Et après ça, j'ai eu envie de vivre mes rêves, quoi. Mais mes envies profondes, mais pas me mentir et dire, en fait, je veux être un champion, mais c'était juste de l'orgueil de me dire, j'ai trouvé un peu de bonheur là-dedans, mais c'était pas profond, quoi. Ce moment-là, où tu as décidé de tourner la page du cyclisme, c'est un moment que tu as subi ou c'est un moment que tu as vraiment choisi et qui était vital pour te sauver avec toute la pression qui pouvait être inhérente au résultat? Tu as quand même très bien performé en élite, tu as remporté des compétitions, notamment le Tour du Loir-et-Cher en 2010. Enfin voilà, ce rêve et ce renoncement à ce rêve-là, à quel point toi tu l'as subi et puis quelle capacité de rebond tu as eu derrière? Il y a eu un projet dont tu vas très sûrement nous parler qui était de partir au Népal. Est-ce que ce rebond-là, il est venu très vite et tu as tout de suite trouvé le coup d'après finalement, ou il y a eu un petit temps de flottement qui a été compliqué pour toi? Ouais, il y a eu plusieurs choses. Cette vie de résultats, de performance, etc. Certaine manière, elle me plaisait, mais j'étais malheureux, en fait. J'étais malheureux, j'étais triste, je pleurais tous les jours.
Et c'est fou de dire ça aujourd'hui, mais c'est tellement vrai. Je pense que j'étais tellement pas fait pour ça, en fait. Et je sais pas si quelqu'un est fait vraiment pour la performance, cette pression énorme. Et on est des humains et tout le monde se met la pression et tous les gens qui réussissent sont passés par là et ils passent tous les jours par là et il y en a qui acceptent beaucoup plus la pression que d'autres, qui acceptent aussi d'avoir mal. Moi, je suis très sensible à la critique, je suis très sensible à la douleur, je suis très sensible à plein de choses. Je me suis un peu anesthésié avec le temps et je me suis endurci comme tout le monde. Mais c'était dur, quoi. Putain, c'était dur. Tu vois, une époque comme ça, je me souviens de saisons, et j'ai encore ces repères mentaux-là, où je regardais par la fenêtre, pendant 2-3 heures, je me dis, il va s'arrêter de pleuvoir. Et je pleurais, en fait. Je me disais, mec, t'as 7 heures à faire. 6-7 heures, il fait 2 degrés, il pleut, ça va être dur. Et tu sais que ça va être dur. Et là, novembre, décembre, janvier, février, tous ces mois-là, tu dois te préparer dans le froid, machin. Et j'avais pas le fric pour aller en Espagne ou machin, quoi, tu vois. Donc, je me souviens de tous ces trucs-là. Ces moments-là m'ont forgé. Mais ouais, évidemment que j'étais prêt à arrêter le vélo. J'étais pas prêt, par contre, à cette espèce de dépression qui est arrivée juste après. C'est-à-dire que j'étais prêt à arrêter le vélo parce que ça m'a soulagé d'un coup. Mais d'un coup, hormonalement, parce que c'est ça qui se passe en premier lieu, de plus faire 5 heures de vélo tous les jours, pratiquement, c'est pas pareil, quoi. Et j'étais incapable de courir, hein. Enfin, j'ai arrêté le vélo aussi. J'allais faire des footings de 10 bornes à 4 kilos, parce que tu sais, t'es une machine de guerre, cardiaquement, t'es solide. Mais je me blessais tout le temps, tu vois. J'ai recommencé à courir et tout comme ça, mais j'avais pas envie, quoi. Tu vois, j'avais juste envie d'être loin du sport, en fait. Et en fait, je deviens consultant pour des marques, des personnalités, des athlètes. Je change de vie. Et je deviens communicant pour notamment la Fédération française de triathlon. Je vais jusqu'aux Jeux à Rio en tant que communicant et je repète un cap parce qu'en fait, je me rendais compte qu'ils étaient un peu plus que moi, parce que c'était des athlètes olympiques, les meilleurs athlètes du monde quand même, dans leur discipline. Mais ils étaient comme moi à l'époque, ils étaient pas forcément heureux. Et puis quand tu perds aux Jeux, c'est pas le Tour du Loir-et-Cher, quoi. Tu vois, on était aux Jeux Olympiques à Rio, tu vois des gens hyper connus que tu t'admires à la télé, ils sont devant toi, en fait, ils sont pas beaucoup plus équilibrés que toi mentalement, et voilà, quoi. C'est l'objectif de résultat, il est tellement dur à accepter, et c'est la définition du haut niveau, quoi. C'est tu perds, tu gagnes, il faut savoir gérer ces up and down, et moi les up and down, je les adore, mais quand ils sont subis comme ça, c'est tellement dur. Donc voilà, j'arrête le vélo et je pars au Népal. Et le Népal a changé ma vie. Voilà. Je reviens sur ce que tu disais là, Steven. Est-ce que t'as pas le sentiment aujourd'hui que ce que tu fais, c'est en soi de la haute performance et du haut niveau, et que finalement les charges que tu te mets ou les défis dans lesquels tu te lances, ils sont aussi, en termes de pression, ils sont tout aussi forts, que tu as par la force des choses des partenaires qui t'accompagnent. Donc j'imagine que tu dois avoir envie de réussir pour toi et puis aussi pour les gens qui te font confiance. Est-ce que tout ça, ça contribue pas malgré tout à te mettre aussi une pression qui est peut-être équivalente à celle que tu as connue à l'époque? Est-ce que c'était beaucoup plus intense, ou est-ce que finalement elle est identique ou pas très loin, et que toi tu es en capacité de peut-être mieux l'encaisser aujourd'hui avec l'expérience? Ah, mais c'est sûr, c'est sûr. Aujourd'hui, tu me remets cycliste élite, je pense que je gagne 15-20 courses par an, quoi. Par contre, il faut que je perde 20 kilos, quoi. Mais voilà, et je suis pas capable de ça. Donc voilà, je suis pas capable de réouvrir. En fait, il y a tout ça. Il y a toute cette acceptation d'être en face d'un frigo qui est vide et tu l'ouvres 40 fois dans la journée. J'étais malade mental avec la bouffe et j'étais gros pour un coureur, tu vois. Mais j'étais à 65 kilos, 66. Aujourd'hui, je pense que je suis pas loin des 82, 83. Donc, tu vois, on est loin du Steven Le Yarrick de l'époque et je suis presque pas la même personne. Mais je pense que oui, je pense que je gérerais mieux ces problèmes, je gérerais mieux la pression. Là, le seul truc, et je l'ai remarqué dans le monde du travail, en fait, j'arrive pas à travailler avec des gens. Okay. Je sais pas gérer, je suis trop sensible, en fait. Et je suis trop passionné, je suis trop entier, en fait, si c'est mes amis, en fait, j'ai envie que les gens, de les aimer fort, en fait. Et j'ai un peu ce truc de nos limites, d'aimer les gens à bloc, et j'ai envie que les gens soient comme moi. Et dans le monde du travail, ça n'existe pas.
tu vois, même des relations. Et donc, du coup, je me protège et je suis vachement, les gens prennent ça comme un mec hautain ou arrogant. Mais je suis obligé de me protéger parce que sinon, je suis bousculé, tu vois, je suis triste. Et pour mes voyages aussi, je suis obligé de me protéger de ça, tu vois, de protéger de moi-même parce que sinon, quand je traverse l'Himalaya ou ce qu'on va parler juste après, je suis trop sensible. Et en fait, la différence, c'est qu'en instantané, j'avais un mec qui me parlait dans mon oreillette. Donc, dans mon oreille, dont j'ai parlé juste avant qu'on prenne le live, euh, j'avais une oreillette qui rentrait très bien dans mon oreille, qui marchait très, très bien. Et le mec me gueulait dans l'oreille, quoi. Et il disait, et c'est je pense, la journée qui a été le plus dur pour moi en vélo et la dernière. Ce jour-là, il y a un mec mon manager, donc, il parle dans l'oreillette. C'est qui le gros sac que je vois derrière? Et tu l'entends un peu courant. C'est qui le gros sac? Tu vois, avec du vent, ça roule à 50 km/h. Et tu dis, je pense que j'ai entendu ce que je crois que j'ai entendu. Mais il va le redire, peut-être. Et il le redit. Et là, j'entends, Steven, qu'est-ce que tu branles, tu vois? Parce que c'est vraiment comme ça qu'on se parle. Et je prends mon l'oreillette, je fais ta gueule. Donc désolé pour les c'est insultes. Mérité. Non, mais c'est mérité. Et dans ma tête, 1, je suis pas un gros sac. 2, je mange pas. Je sais, il y a toutes les idées du frigo que je voyais tous les jours. Et 3, j'ai remonté, j'ai attaqué. Et bref, il avait raison. Fallait que je remonte et tout, mais je supportais pas être en milieu de peloton. Ça tombait tout le temps. Tu sais, j'avais plein de trucs dans la tête. J'aimais bien être observateur, mais comme à l'école, j'aime bien mettre au dernier rang ou au premier rang, mais je déteste être au milieu. Bref, c'est comme dans la vie, j'aime pas. C'est comme ça, c'est des caractères. Et lui, ça le rendait dingue que je sois dernier du peloton parce que tu subis toute la course. Mais moi, je lui disais que c'était moins dur pour moi d'être là. Bref. Mais il voulait rien entendre. Et voilà. Quand t'as ce truc en instantané aujourd'hui, que je me dise à moi-même, putain, gros sac, qu'est-ce que tu branles à ouvrir le frigo? Bah, je me le dis. J'ouvre un peu moins le frigo, mais c'est de ma faute à moi. Je me fais insulter par personne. Une fois, on m'a renvoyé dans ma chambre parce que j'étais mal rasé, mais j'étais beaucoup mieux rasé que là. Et on m'avait renvoyé et on m'a dit, en gros, tu participeras pas à la course si t'es rasé comme ça pour la course. Aujourd'hui, c'est très à la mode. Il y a 15 ans, beaucoup moins, tu vois, d'être un peu mal rasé, un peu moustachu, un peu machin, bref. Et c'était pas drôle, tu vois, parce que comme je le disais, je suis sensible. Et en fait, c'est des noms essentiels pour moi. Me parler de ma barbichette ou me dire que je suis un gros sac. Si tu me dis, mec, Steven, il y a des managers ou des directeurs sportifs qui ont fait très bien avec moi, qui arrivaient à ma hauteur et qui osaient pas me parler. Steven, ça va? Ouais, là, faut remonter. Ouais, t'inquiète, mec. Non, faut vraiment remonter. Ok, je vais remonter. Mais c'est dur de gérer de l'humain, j'en suis conscient. Je suis certainement ingérable, comme on me l'a dit toute ma carrière, et je suis encore aujourd'hui ingérable, mais je suis moi-même, tu vois. Donc, je monte des expéditions moi-même, je fais des courses avec des concurrents en autonomie totale, comme ça, j'ai pas insulté le conducteur de la voiture de mon assistance, ni le gars qui doit préparer mes ravitaux, ni en assist. Je sais pas si je fais du trail un peu pour aller vite. Je sais pas si j'arriverai, tu vois. Tu vois, je vois Alix et Mathieu Blanchard et Alix Nobra. Je la vois. Elle, à la rigueur, je pourrais la supporter. Mais il y a des gens, je les imagine me ravitailler et je dis, mais ferme-la, en fait. Arrête de me parler comme ça, tu vois. Je la vois le pousser, tu vois, au pied du col des montées. Je dis, bordel, tu vois, ça, c'est beau. Mais il y a des gens qui s'engueulent sur les ravitaux. Je dis, waouh, mais moi, je serais typiquement ce genre de mec, tu vois. Je supporterais pas qu'on m'engueule parce que tu sais que t'es dans le mal et tout. Bref, longue tirade pour dire, oui, tu as raison. Aujourd'hui, je prendrais les choses différemment. Et non, j'ai pas vraiment subi de l'arrêt de ma carrière, même si émotionnellement tu n'existes plus, t'es plus personne, tu vois. Tes seuls amis, c'était tes kinés, ton ostéo, tes kinés, ma sœur, ton staff, ton manager, tes coéquipiers. On t'enlève tout ça parce que en fait, moi j'ai pris mon téléphone et j'ai supprimé 90 contacts dans mon téléphone et j'en avais pas beaucoup plus. Donc
Je suis resté avec mon téléphone comme ça. Je savais à peine utiliser un email à l'époque, voilà quoi. Et je me suis mis à changer de life un peu comme ça. C'était quoi ta quête là pour partir au Népal? Qu'est-ce que tu avais envie d'y chercher? Et puis qu'est-ce que tu as trouvé? J'imagine que ça a été forcément très différent de ce que tu avais initialement en tête. Bah, l'apaisement quoi. J'ai créé un truc que j'ai jamais sorti, qui s'appelle Le jour où j'ai décidé d'être heureux. J'ai écrit 300 pages et j'avais envie d'être heureux, quoi. J'avais envie d'être heureux. Et je cherchais le bonheur quelque part. Je cherchais dans les yeux des gens. Je cherchais partout. Et en fait, il était juste sur le chemin de ma vie, tu vois. Mais ici, j'ai encore du mal, hein. Je pense que c'est le cas de tout le monde, mais c'est dur, tu vois. T'es dans une instabilité constante. T'es toujours en train de te comparer, de regarder, d'essayer. La vie, elle coûte cher. Faut bosser. Faut trouver un compromis entre toi-même, tes ambitions, mais aussi, tu vois, avoir des trucs qui te nourrissent. Et on est dans un grand écart constant, tu vois. Des fois, il est un peu moins écarté, l'écart. Des fois, t'es tout le temps un peu en bataille avec toi-même, quoi. Et là-bas, j'ai trouvé le truc de ne rien faire, c'est faire quelque chose. T'as le droit d'être là, t'as le droit d'être heureux, t'as le droit de sourire. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai transmis ça un peu en Occident, en France. Et en fait, ça a plu aux gens. J'ai reçu beaucoup de messages de soutien et beaucoup de messages de merci. Et je suis tombé un peu addict à ce truc de ça change un peu la vie des gens, tu vois. Ça aide un peu certaines personnes. J'ai fait de l'humanitaire là-bas. J'ai vu dans les yeux de mômes de 10 ans ce que j'avais jamais vu, tu vois. C'est-à-dire juste l'espèce de merci universel de merci monsieur d'être là, tu vois. Et des enfants qui n'avaient rien, qui vivaient dans les bidonvilles de Katmandou, m'offraient leur seul stylo. Mais je ne pouvais que pleurer, tu vois, que m'écrouler, parce que je me disais, mais mec, c'est ça en fait. C'est ça. Et en fait, sur le chemin, j'ai reçu tout ce que je cherchais et beaucoup plus en fait. Et j'ai rencontré des gens extraordinaires. J'ai vécu des moments extraordinaires. J'ai découvert aussi l'altitude. J'ai découvert les grandes montagnes les plus hautes du monde. J'ai découvert l'aventure un petit peu au sens tel qu'on le conçoit à la télévision, dans les médias ou dans ce monde qui est le nôtre, c'est-à-dire des choses hors du commun, tu vois, parce que un cycliste professionnel qui fait un effort physique de ce type-là, pour moi, c'est une aventure. Quelqu'un qui monte une famille, c'est une aventure. Faire un bébé, c'est une aventure. Monter une maison, c'est une aventure. Mais là, c'était l'aventure, elle est partout, quoi. Tu vois, je prenais des bus locaux et je disais je ferme les yeux et j'ouvre les yeux au bout d'une heure et j'essaie de rentrer à pied chez moi, quoi. Et c'était ouf. Tu vois, j'arrivais dans des villages et tout, ils me disaient mais qu'est-ce que tu fais là, quoi. Et c'était trop bien. J'adorais ça. Je suis tombé addict à ce truc, en fait. Est-ce que c'est un point d'ancrage pour toi aujourd'hui? Est-ce que c'est un socle hyper fondateur de ta personnalité? Est-ce que ça, dans des moments difficiles ou quand parfois tu perds un peu la carte, est-ce que tu te renvoies à ces moments-là et tu reviens y chercher un peu l'essence que tu as trouvé ou en tout cas qui a été très marqué à cette occasion-là, là? Ouais, carrément. Carrément, mais c'est un peu intégré. Je m'en rends pas compte. Et des fois, je m'en veux grave. Et on me le reproche parce que en fait, c'est souvent la première réflexion qu'on me fait quand je m'engueule avec quelqu'un. Parce que, en fait, je suis très, très, très gentil. Et je peux être très, très, très dur et très, très, très méchant. Parce que je suis très, très dur avec moi-même. Et du coup, quand je suis dur, je suis impitoyable. Et en fait, je m'en veux instantanément. Parce que j'ai mal. En fait, j'ai beaucoup plus mal, je pense, que la personne à qui j'ai fait du mal. Mais la première chose qu'on me dit, c'est ah oui, comme quoi le mec que j'imaginais super apaisé, le Dalai Lama qui fait du vélo. et instantanément, tu vois, je souris et je me dis, il ou elle a raison. Voilà. Tu n'as pas le droit avec ce que j'ai appris là-bas. Tu sais, j'ai fait 20 jours de méditation silencieuse de type Vipassana en monastère. La seule chose qu'on t'apprend là-bas, c'est ne réponds pas, quoi. Et c'est pas ne réponds pas, c'est ne réagis pas. Ne réagis pas. Sois pas dans l'excès. Ce que je fais pas aujourd'hui, mais c'est équanimity, c'est toujours être positif et ça va aller, en fait. C'est l'impermanence constante.
Et c'est dur, tu vois, d'être tout accepté dans la vie, quoi. On te raconte plein d'histoires, plein de scènes où on te montre que même si quelqu'un t'insulte, sauf s'il y a de la violence physique, tu ne réponds pas, mais tu te défends. Mais sinon, si quelqu'un t'insulte, te fait du mal, c'est quelqu'un qui est triste et il faut juste se dire que c'est de la faute de la personne et que c'est pas grave, c'est la vie qui lui a fait du mal, il faut accepter ça et voilà quoi. Mais c'est tellement dur, c'est tellement dur dans notre monde. Mais ouais, surtout avec mon caractère de breton un peu con qui a été élevé par des gens qui sont révoltés à vie, tu vois. Mais c'est comme ça, c'est mon apprentissage. Steven, on va parler plus particulièrement de quelques-unes de tes aventures, sous une format de questions autour du plus. Donc, j'ai 4 questions à te poser pour cette rubrique à l'instant plus. Celle qui a été la plus exigeante pour toi? C'est l'Himalaya. C'est l'Himalaya parce que, ouais, c'est traverser de l'Himalaya d'est en ouest, 2000 km, 90 000 mètres de dénivelé positif, donc négatif. Ça veut pas dire grand chose, mais c'est comme si vous aviez une charge sur votre dos entre 15 et 30 kilos tous les jours et marcher parce que j'avais 70% à faire à pied parce que en fait ça passait pas en vélo. Il y a eu très vite 1m20, 1m30 de neige et c'était très très dur quoi. C'était des douleurs intenses, immenses. Et mon dos était explosé. En fait, j'étais explosé de partout. J'ai dû perdre 15 ou 17 kilos, je crois, dans cette aventure. Et voilà, j'ai mis 51 jours à traverser, mais rien que pour aller au camp de base, j'ai mis 7-8 jours. Tu vois, c'est un truc de 80-90 jours au Népal, dont 62 jours d'aventure intense. Et c'est immense, quoi. Tu vois, t'es 2 mois dehors, quoi. T'es 2 mois en bataille où tous les jours, tu te dis, il faut que je rentre la journée, quoi, parce que tu prends du retard, c'est comme dans tout, hein. Parce que je m'étais mis j'ai pas de cut-off ravito de tel endroit, tu vois, mais on n'était pas loin de ça parce que si je rentrais pas les trucs, bah tu dors dehors ou de toute façon faut que cette journée tu la rentres parce que j'avais pas assez d'argent pour payer 100 jours d'expé, quoi, parce que chaque journée coûte. Et puis surtout, ouais, t'arrives pas à un lieu pour dormir, t'arrives pas à un lieu où il fait chaud, où il y a à manger, etc. Je suis pas encore chasseur-cueilleur avec un arc et mes flèches, voilà, quoi. En plus, je mange pas de viande, du coup, j'aurais pas pu manger de grizzly himalayen. Est-ce que c'est la plus exigeante mentalement aussi? Là, on parle de l'aspect physique. Est-ce que c'est là aussi où tu as tapé le plus dans la tronche? Ouais. Et puis j'ai creusé, quoi. J'ai creusé loin parce que j'avais fait donc ces 120 jours au Népal l'année d'avant où je fais ces Vipassana et tout ça. Et puis j'avais vraiment envie de découvrir ce pays. Du coup, je me disais, mais je croisais des gens tous les jours qui portaient entre 30 et 50 kilos sur leur dos. Et moi, petit con du 93 breton élevé au vélo, biberonné par un politique, mais par des gens qui se sont battus pour toute leur vie avec la notion de travail en tête. Moi, je vais pleurnicher parce que c'est dur de traverser l'Himalaya. Bah non, j'ai pas le droit, tu vois. Et ce truc de j'ai pas le droit, en fait, je pense que je l'aurai toujours certainement, mais il est un peu parti là-bas parce que je suis allé trop loin. Tu vois, le Sherpa Ngawang qui est venu une partie avec moi, il a fini à l'hôpital, tu vois. Le cadreur d'aventure Pewen qui était avec moi, il s'est blessé au mollet, tu vois. En fait, tout le monde se pétait, quoi. C'était trop, quoi. T'es fatigué, on devait envoyer des images à la télé tous les jours. C'était un peu tendu, hein, cette histoire d'Himalaya. En fait, t'as le truc du papier, mais j'ai cette espèce d'inconscience de me dire, ouais, ça va le faire, ça va passer, je pense. Et en fait, ça passait pas bien. Et t'as senti un peu de défiance de la part de ceux qui étaient autour de toi, là? Est-ce que toi, justement, là, un peu comme autodiagnostic, tu racontes de petits gars de la Courneuve, etc., un peu avec sa bite et son couteau et beaucoup d'envie et puis un mental d'acier. Est-ce que tu sentais qu'autour de toi, ça pouvait questionner aussi et qu'il a fallu aussi un peu réagir pour d'autant plus montrer ce dont tu étais capable? Ouais, bah, avec Ayn Garang, je me suis engueulé très violemment. On était à la limite d'en venir aux mains. D'ailleurs, il s'est battu le dernier jour
avec Paywen parce qu'il me demandait de l'argent tout le temps, parce que ça allait jamais, parce qu'on allait jamais assez vite, parce que tous les jours il était en train de me dire mais mec, tu vas pas assez vite, t'es pas assez fort. Mais en fait, on était à 4500, 5000 mètres, mais on roulait à bloc, quoi. On roulait super vite. Enfin, pas vite pour lui, parce que c'est un mec qui est né à 3005, 3007. Et j'étais à fond, quoi. J'étais à fond, c'était trop dur. Et quelqu'un qui te parle, comme je disais, dans l'oreillette tous les jours, il était à côté de moi, il me glissait, toutes les 2 heures, mec, on va pas assez vite, faut accélérer. Mec, je peux pas aller plus vite, je suis défoncé, quoi. Il me dit, on va pas rentrer cette journée, du coup, faudra rallonger le projet, du coup, tu dois me payer plus, bref. Et voilà, quoi. Et puis après, ma copine de l'époque, je lui téléphonais, Victoria en téléphone satellite, c'était genre 10 € la minute, je crois. Alors, tu comptes très, très vite. Et ce que tu dois dire, faut vraiment l'avoir réfléchi à l'avance. Donc, tu balances tout ce que t'as, et là, tu te rends compte qu'elle est en soirée, ou tu vois, en fait, tu la déranges dans sa vie, quoi. Et là, tu dis, ok, en fait, tout le monde s'en fout de moi, quoi. Et c'était dur. C'était dur de se dire, toi, tu vis un truc tellement dur qu'il faut que tout le monde te regarde, te dise, Steven, c'est bien. Et en fait, les Népalais, ils étaient juste contents de me voir, mais ils étaient pas en train de me dire, super. C'était complètement abstrait pour eux. Quel est l'intérêt pour un mec de traverser l'Himalaya en vélo si tu transportes rien, tu gagnes pas d'argent, tu fais que en perdre? Pour eux, ça avait pas de sens. Donc, ouais, j'ai appris beaucoup là-bas. Est-ce que c'est dans ce cadre-là que tu avais eu cette discussion, donc c'est ton Sherpa, hein, c'est ça que tu disais, Steven, qui était de se dire en gros, là j'ai pas besoin d'un ennemi sur ce truc-là, là, donc arrête de me rentrer dedans, on a besoin de l'un de l'autre pour y arriver, quoi. Et donc c'est le vrai combat, c'est celui-là, quoi. Ouais. Puis je joue pas, j'arrivais à de la défiance physique et je dis joue pas avec moi, mec. J'ai été élevé dans la dureté, mec. Je suis fou, en fait. Je sais d'où tu viens, je sais que c'est dur, mais je joue pas, c'est trop dur. On est trop en difficulté tous les jours pour batailler et être dans une espèce de violence verbale mais en fait, t'es nul, tu vois. Il était à la limite de me dire, mais en fait, t'es nul. Et en fait, au bout de 20 jours, il était mort, quoi. Il était explosé, il était épuisé. Parce que quand tu fais des journées entre 10 et 17 heures par jour, tu dors pas beaucoup, tu dois enchaîner les journées. Et ce qui est dur, c'est le mental de se dire, tu n'as jamais le droit de t'arrêter. Et en fait, je prenais un jour de repos, enfin une demi-journée de repos entre 15 et 20 heures par jour, une journée de 15 à 20 heures de repos complet. Mais en fait, ça suffisait pas, quoi. C'était encore pire, en fait, après les journées de repos, parce que tu sais, c'est comme en trail. Je pense que tu peux rentrer 170, mais si tu t'arrêtes pendant 5-7 heures, allez, ça va aller mieux demain. En fait, c'est pire, t'es dégommé, en fait. C'est l'anesthésie de l'effort, tu vois, les hormones et tout, c'est plus là, quoi. Du coup, c'était dur. C'est comme ça. C'est la vie, mais j'en garde un super souvenir. Il m'avait envoyé un message, puis un mail à plusieurs reprises. Donc, je sais qu'on se reverra. L'autre fois, j'ai eu une vision comme ça, parce que j'ai revu Rêve d'Himalaya, ce qui m'a fait chialer il y a une quinzaine de jours. Et je dis, putain, je vais refaire un projet avec ce mec, tu vois. Rendez-vous 5 ans après, tu vois. On est qui maintenant? Moi, j'ai pas trop changé, un peu peut-être. J'ai un peu plus de cheveux peut-être, un peu moins de barbe. Un moment, un instant d'une aventure la plus déstabilisante, le moment où tu n'as aucun référentiel connu. J'imagine que ça a dû t'arriver un certain nombre de fois, mais un truc où là, tu n'as aucune clé de compréhension et de lecture de ce qui se passe autour de toi. C'est aussi en Himalaya, mais c'est pas cette année-là, c'est l'année d'avant, où j'étais en train de faire le con, en fait, comme j'ai toujours fait dans ma vie, mais découvrir un chemin, découvrir une paroi, découvrir un truc. Moi, je suis né à Paris, j'ai été élevé dans le 93, j'ai voyagé un peu partout en France, en Europe, mais je suis jamais allé à 5000 mètres, quoi. Et en fait, j'avais décidé de faire les 3 passes autour du camp de base de l'Everest, les Gokyo Pass, là, et Gokyori, machin. Et en fait, je me perds complet parce qu'il se met à neiger. Et pour moi, la montagne, c'est dangereux, mais bon, je viens de la Courneuve, quoi. Et j'ai failli crever, quoi, parce que du coup, je perds la trace du chemin.
J'étais plus sur un chemin d'humains, mais de yaks et de chèvres. Et en fait, c'est des animaux qui tiennent beaucoup mieux sur une pente à entre 50 et 70 degrés mieux que nous. Et je tombe sur une paroi d'escalade, en fait, où il y a personne qui a jamais escaladé, je pense, mais j'étais perdu. Et la seule chose qui me sauve, c'est qu'il y avait des drapeaux népalais, donc j'ai les repères visuels. Et en fait, je me bats, et j'en ai toujours avec moi des drapeaux népalais pour cette raison. C'est que je me bats pendant, je pense, 1 ou 2 heures. J'ai aucun référentiel de temps, mais je me bats parce que je me dis là, je vais crever, en fait. Mes mains glissaient, mes pieds glissaient. Je faisais ce truc d'horrible, de cauchemar, je ne fais que tomber en arrière, tu vois. Et c'était un peu un parallèle avec la vie, tu vois, ça va jamais s'arrêter, tu vois, je vais crever là, quoi. Je vais crever là et il y a personne qui va jamais me retrouver en plus. Donc voilà, personne ne le saura. C'est une mort pourrie, hein. Franchement, je me suis dit, mec, trouve une meilleure mort, quoi, pas aujourd'hui. Et en fait, j'ai planté mes mains dans la neige, dans la glace, machin. Enfin bref, je me suis débattu et j'arrive en haut et je prends mon téléphone, je fais c'était pas l'époque des stories encore, mais je me fais une vidéo d'1 minute où je me parle à moi-même, quoi. Je dis, mec, bon, bah, là, je sais pas si on est dans Sonic ou dans un jeu vidéo, mais il me reste plus que 2 vies, quoi. Là, je pense que j'en ai perdu une. Ouah, c'est dans ma tête, j'ai dit, je suis mort. Franchement, je me suis dit tellement que j'étais mort pendant ce moment-là que là, j'avais plus de repères, j'avais plus rien. Et puis surtout, j'étais en slip, quoi. Quand tu te dis, OK, t'es vraiment con, quoi, tu vois. Est-ce que ça peut remettre en cause la suite, là, quand on arrive à ce point-là, à te mettre en danger et à te dire que tu vas y passer? Est-ce que soit juste après ou soit quand à froid, tu vois, quand t'es allé au bout de ton aventure, est-ce que tu te dis en fait là c'est trop, ou est-ce que tu te dis juste il faut que je corrige des choses, c'est un apprentissage et puis la prochaine fois je ferai pas cette connerie là, ou est-ce que vraiment ça peut être à ce point-là, te dire ok il faut que j'arrête tout ça? Ouais, en fait, il y a eu un décalage énorme. Ce qui m'a fait relativiser tout ça, tout ce que tu racontes, c'est que je suis arrivé au refuge, genre 4 ou 5 heures plus tard, il était genre, ouais, un bon 22 heures, tu vois. Mais où t'as pris du brouillard pendant 4-5 heures, t'en as pris vraiment plein la tronche. Et j'arrive avec de la neige sur le nez et tout. J'arrive pas dans les refuges à 22 heures, tu vois. Enfin, au Népal, c'est chaud, c'est que les gros alpinistes ou les gens qui sont perdus. Mais j'étais un peu un mec perdu. Et j'arrive et tout le monde me regarde, genre, tout le monde s'arrête de parler et ils réentament leur conversation. En fait, tout le monde s'en foutait, tu vois. Et je me suis dit, dans ma tête, franchement, vous savez pas ce qui s'est passé, parce que si vous saviez, avez pas de questions, vous seriez en train de me parler. Là, je peux vous dire, c'est pas si facile, hein. Et tu sais, c'est les moments où tu as besoin de parler dans la vie. Et j'ai parlé avec la dame du lodge, mais pendant genre 1 heure, je l'ai saoulée. Franchement, là-haut, c'est chaud, quoi. Mais tu sais, pour elle, c'était, mec, t'es gogol, faut pas aller là, quoi. Et je disais, franchement, ce chemin, faut pas trop y aller, les amis. Et voilà. Donc non, à ce moment-là, je me dis juste, va pas trop loin. T'es pas prêt. T'es pas prêt. T'as joué à ça. En fait, moi, il faut toujours que je touche. Je dis toujours ça quand je travaille avec des gens. Mec, je suis toujours border. Je vais écarter les murs. Je suis toujours limite dans tout ce que je fais. Je prends toujours des risques. Mais là, j'ai compris que ce mur-là, il fallait pas toucher, tu vois. Là, je savais pas y grimper. Donc, ouais, ça m'a appris ça enfin, continuer de cet apprentissage face à la nature. T'es une merde, en fait, mec. T'es tout petit, tu seras toujours tout petit, donc arrête, quoi. Et ça m'a appris ça, et ça, c'est vraiment le truc que je conseille à tout le monde. Et si tu l'as jamais vécu, tu peux pas le comprendre, mais la nature, elle est plus forte que toi, mec. Monte sur un bateau, essaie de faire une transat, t'auras le même truc, et ainsi de suite. Enfin, des exemples, on peut en donner des milliers comme ça, mais ouais, à ce moment-là, c'était un peu chaud, ouais. Dernière question là de cette rubrique pour toi, Steven. Celle dont tu voudrais revivre les émotions là maintenant, si tu pouvais. Ça, je sais pas. Je sais pas. J'ai toujours envie de revivre. En fait, je suis addict à toutes ces putains d'émotions, mais je sais pas. En fait, j'aimerais revivre cette arrivée au Tour du Loir-et-Cher. J'aimerais revivre cette première victoire quand j'étais poussin ou pupille, quand j'avais 5 ou 6 ans en vélo, et c'est ma première victoire. Et je lève les bras et je me pète la gueule parce que je savais pas lever les bras. Et j'aimerais revivre mon arrivée de rêve d'Himalaya. Mais en fait, j'essaie de construire des projets demain et j'en vivrai d'autres, tu vois.
Mais je suis addict à ça, mais je suis aussi addict à l'arrivée je parlais de Mathieu Blanchard, mais je suis d'un copain comme Mathieu ou d'autres que je vois arriver à l'UTMB ou machin. Ça, c'est des émotions tellement intenses, tu vois. Juste être là dans le truc, tu vois, ça te met un coup. J'adore ça, tu vois. Et ça, c'est fort. Ça, j'ai envie de ça, et du coup, j'essaie de me permettre de vivre ces moments-là, mais je sais pas quel serait le number one. Je sais pas. Je saurais même pas répondre à cette question. Même l'arrivée à Dakar a été exceptionnelle. Tu vois, t'as 100 ou 150 personnes qui m'accueillent après 5200 kilomètres, ou si j'étais arrivé au Trocadéro, on aurait été 3. Mes 2 caméramans et moi. Mais non, je sais pas. C'est trop dur. Tout, en fait. J'ai envie de tout revivre. Mais en fait, je préfère en construire d'autres. Et ouais. C'est ça la vie, quoi. Aller devant aussi. Ton accomplissement là dans la réalisation de tes aventures, c'est quoi? Ce que tu vas y chercher fondamentalement, ce que ça te procure? Et ce qui te donne envie d'y retourner à chaque fois? Quand je suis triste, comme depuis 30 jours, c'est la question que je me pose. Je me dis, mais mec, mais n'oublie pas, quoi. Et quand je suis vraiment dans le dur, ça met du temps à revenir. Mais ce que je vais chercher au fond, c'est l'exploration, quoi. Au fond, c'est l'exploration de moi, des autres, c'est de rencontrer des gens. Tu vois, là, je vais en Amérique du Sud, je pense que je parle moins de 5 mots d'espagnol. Et ce que j'aime, en fait, c'est me retrouver dans la merde, clairement, à l'autre bout du monde, et apprendre. Parce que je vais être en galère, ça va être dur, j'aurai pas assez d'eau, j'aurai pas assez à manger, je vais avoir des moments de difficulté. C'est sûr que je vais péter un truc sur mon vélo, que je vais casser ma tente, que je vais avoir des soucis que je n'imagine même pas, probablement même avec des humains, mais c'est ce que je vais chercher, tu vois. C'est ce que je vais chercher, m'aventurer pour voir qui je suis, pourquoi, tu vois, pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais, et c'est quoi le truc, tu vois. C'est quoi ton why? Et au-delà de ça, avoir des valeurs, transmettre des choses, faire rêver les gens, et puis les pousser à faire, quoi. C'est un peu la question que je voulais poser après. Là, il y a toi, ce que ça peut t'apporter, à quelle hauteur ça contribue à ton bien-être, à ton accomplissement. C'est quoi, toi, la plus belle chose qu'on puisse te dire? Donc, il y a cette notion de partage qui est très centrale et qu'on peut très facilement observer dans tout ce que tu peux être amené à mettre en lumière sur tes réseaux notamment. C'est quoi le plus bel impact que tu puisses espérer créer chez quelqu'un qui te suit? Qu'est-ce que tu as envie qu'il te dise, grâce à toi, j'ai? T'as changé ma vie. T'as changé ma vie, mec. Tu m'as rendu heureux. Et ça, les gens qui m'aiment pas, ils peuvent pas le comprendre. Et je le comprends très bien, parce que des fois, je comprends pas de la nouvelle génération, par exemple, des TikTokers et tout ça, je comprends pas, en fait. Je comprends pas comment la vie d'une personne peut changer avec une vidéo de 4 secondes. Mais ça existe. Mais c'est ça, en fait. Tu vois, ce truc de t'as changé ma vie. C'est tellement arrivé dans ma vie qu'on me dise ça que c'est, ouais, ça donne du sens, ça remet l'aiguille au centre, et l'église au centre du village, et ouais, ça me remet dans mon truc et me dire, concentre-toi, mec, parce que tout ce travail-là, il va te mener à ça, et un peu d'espérance, d'espoir, et dire, oh, arrête de voir tout gris, tout noir, machin. C'est surtout quand je suis ici, en fait, quand je suis à Paris, c'est vraiment que du travail, tu vois, et que je suis un gogolito, c'est-à-dire que je suis la même personne dans le travail que dans mes expéditions, c'est-à-dire que je n'arrête pas, jusqu'à me rendre malade, tu vois. Et du coup, quand je lève la tête un peu, je dis, mais en fait, c'est pas si grave. J'ai une dernière rubrique dans cette longue introduction, Steven. C'est la rubrique Uno, donc c'est quelques questions en rafale. On va essayer de faire ça autour du chiffre 1. Donc c'est dans l'idée d'aller te connaître un peu plus sur d'autres sphères plus personnelles. Si tu pouvais vivre dans une époque de l'histoire, à laquelle tu choisirais et pourquoi? Moyen-Âge, je pense. J'adore cette époque-là. Je sais pas, j'ai toujours été passionné d'histoire, et il y avait ce truc d'aventure, en fait, de galère, quoi. Tu vois, tu partais avec ton cheval ou avec ton cortège, là. Tu savais que tu partais pour 19 jours pour faire 100 bornes, et je trouve ça top, en fait. Tu vois, de traverser la France, tu savais que c'était une expé qui durait 3 mois. Là, aujourd'hui, je pense que je traverse la France en moins de 30 heures avec mon vélo, mais
Mais j'aurais adoré ça. Et puis, tu vois, la construction des châteaux, enfin, je sais pas. Alors que c'était la guerre. Tu vois, c'était la bataille constante, tu vois, pour des territoires, des terres ou tout. Mais ouais, j'ai ce truc-là, ouais. Je sais pas, c'est en moi, je sais pas pourquoi. Tu vois, même les Vikings et tout, j'aime bien. Enfin, je suis un peu Les grands passionné de ça. explorateurs aussi, ça pourrait Grands explorateurs, un peu, ouais, non? je suis assez passionné par ouais, des gros explorateurs qui ont passé du temps avec des très grands de ce monde, tu vois, des Marco Polo et tout ça. Je dis, mec, ouais, j'aurais bien voulu être un peu Marco Polo, quoi. Dans un registre très différent, si tu pouvais faire qu'une expression faciale pour le reste de ta vie, Ma laquelle choisirais sourire. tu? Ouais, tu nous servirais le Steven pas en colère, le Ouais. Steven heureux Ah ouais, et ouais, ouais. accueillant. Bah, ça, le reste, ça sert à rien. C'est que des pertes de temps. C'est que des pertes du temps de s'énerver, de faire la gueule et tout. C'est que de la perte de temps. Alors que je pense que beaucoup de monde doit dire que je fais toujours la gueule, mais je, je préfère vraiment, vraiment sourire. Ouais. Si tu avais un super pouvoir, lequel tu choisirais et comment tu l'utiliserais? Ah bah, j'arrêterai toutes ces putains de guerres dans le monde. Ouais, il y a Ah du ouais, ouais, taf. ouais, ouais, là, puis à mon avis, c'est que le début de toutes ces batailles sur les territoires, sur le dérèglement climatique, sur les machins, tous les trucs un peu noirs qui peuvent arriver dans un avenir pas trop lointain. Et ouais, ouais, j'arrêterai tout ça, quoi. Je suis un peu oui sur les bords, mais ouais, faut arrêter, quoi. Putain, on a fait ça toute l'histoire de l'humanité, ça a été ça, et on continue. Hmm. Si tu pouvais être ami avec un personnage de fiction, qui serait-il? T'as un héros de jeunesse, d'enfance? Je sais pas, moi. Ouais, non, j'hésite entre les super-héros, tu vois. Mais je sais pas qui est ça le plus sympa. Je sais pas, Superman, peut-être? Ouais. Toute simplicité. Ouais. C'est mieux, Superman. Au moins, il m'emmènerait. Vas-y, mec, monte sur mon dos. Franchement, là, Il y a t'imagines, 2,50 m de neige, je vais t'arranger on, l'histoire, ouais, je on t'emmène va, heureux. on va au Kyrgyzstan en 9 secondes. Vas-y, je suis chaud, mec. Et ce serait moins drôle. Ce serait moins drôle, remarque. Hmm. Dernière question de cette rubrique. Un mot pour décrire ta vie jusqu'à aujourd'hui. Je Très sais pas. difficile. Ouais, évolutive. Flexible. Flexible. Ouais, heureuse, mais ouais, c'est une évolution constante vers le bien, mais un mot, ouais, je dirais évolution. Est-ce qu'il y a des moments, je rebondis un peu là-dessus, mais où tu arrives à te satisfaire quand même de la situation dans laquelle tu es, ou est-ce que tu es quand même dans cette quête un peu permanente et toujours avec l'exigence que tu as d'aller chercher plus, d'aller chercher mieux aussi pour toi, ou est-ce qu'il y a des moments où tu arrives à quand même te satisfaire de là où tu en es dans ta vie, de ce que tu as réalisé, de la personne que tu es? Est-ce que c'est un sentiment qui est facile pour toi à éprouver? C'est pas facile, mais je pense que si j'arrête de mettre de l'énergie dans ce que je fais, je suis typiquement le genre de gars que tu peux retrouver sur un hamac dans 10 ans à fumer des pétards, tu vois, et à se dire, ouais, mec, c'est bon, quoi. Mais je suis un peu addict à transmettre des trucs, à découvrir des endroits, des paysages, des gens. Et du coup, je bouge beaucoup. Mais je sais pas, en fait, si tu me donnes 1 milliard d'euros, en fait, j'aurais tellement envie de l'utiliser pour faire des choses bien que j'aurais encore du boulot. Ouais, c'est pas facile, hein. Mais ouais, non, je suis tout à fait en capacité de rien foutre. Après, j'aime bien ne rien faire. Mais ouais, c'est quand même bien de faire des choses et de vivre des trucs. Et c'est ça on est aussi fait pour ça. On est des mobiles quand même. On est un peu des nomades, hein, au fond du fond. Steven, on va rentrer un peu plus dans ta course, là, dans ta Silk Road. Question sur le moment où tu te lances dans une nouvelle aventure. À quel moment tu sais que c'est le bon moment? Qu'est-ce qui te fait dire que là, ça y est, c'est ce projet-là, qu'il faut l'enclencher et que c'est là-dessus que tu vas concentrer toute ton énergie? Tu fais pas ça. Je sais pas. C'est les questions que je me pose tous les jours depuis un mois là. Je me dis que j'ai pas envie d'y aller et que je me dis que c'est pas bien de prendre l'avion et je me dis que tout ce que je t'ai raconté avant, tu vois, dans l'autre sens aussi,
que je parle pas espagnol, que j'ai pas étudié assez le pays, que j'ai machin. Donc il y a deux Steven, il y a le mec qui voit tout en noir et le mec qui voit tout en rose. Et le bon moment, c'est de me dire, mec, franchement, tu l'as toujours fait, ça s'est toujours bien passé, ce que t'aimes et là où tu te sens vivant, c'est là-bas, donc barre-toi, quoi. Et ce moment-là, c'est souvent quand je prends mon putain de billet d'avion ou de train ou où je prends mon vélo et que je pars parce que souvent je vais au départ de certaines courses en Europe en vélo, où je me dis, allez mec, franchement, tu vas voir, ça va être bon, quoi. Mais le truc, c'est de partir. Mais c'est comme à partir à l'entraînement. C'est comme aller à l'entraînement. C'est comme aller courir, marcher ou rouler, quoi. Quand il fait mauvais, bah, t'as du mal à partir, mais quand il y est, c'est cool, quoi. La Silk Road, là, pour toi, c'était une course qui a toujours été mythique. C'est un projet que tu as eu envie de faire depuis très longtemps? Pas très longtemps, puisque l'ultra-endurance à vélo, ça fait pas excessivement longtemps que ça existe, mais la Silk Road, en fait, fait partie des 3, 4, 5 monuments dans le monde de l'ultra-endurance à vélo. En fait, c'est un peu l'Atlas Mountain Race, la Silk Road, la Tour Divide, c'est un peu nos Western States, l'UTMB ou la Hard Rock, tu vois. Et ce truc-là de faire des monuments me plaît. Et l'autre truc, c'est que c'est un pays russophone, mais c'est sur le continent asiatique. C'est sur des montagnes qui sont très hautes. Et j'avais envie de ça, quoi. Et le dernier paramètre, c'était qu'il y avait les meilleurs du monde. Il y avait 25 des meilleurs athlètes mondiaux de ma discipline. Et j'ai du mal à faire des courses où il y a personne. C'est pas arrogant de dire ça. J'ai du mal à faire des courses où il n'y a pas d'enjeu. Mais quand j'étais coureur cycliste, c'était pareil. Mais comme j'étais petit, c'était la même chose. Je trouvais ça nul de faire une course où on est deux au départ, tu vois. Il n'y a pas de bataille. Et c'est ça de se satisfaire finalement d'un résultat alors qu'il n'y a pas d'opposition. C'était plus aussi ça, ce côté-là. Ouais. Puis tu sais que tu vas te mettre un peu plus en danger vis-à-vis de toi-même. Tu vas aller plus vite, tu vas prendre plus de risques, tu vas devoir raccourcir tes temps de sommeil, tes temps de passage, tes temps de pause, ta bouffe, tu dois tout optimiser. Et là, tu vois tes limites, quoi. Si t'es tout seul, tu fais ça en claquette. Mais c'est comme quand je me mets des temps en aventure, je suis pas obligé de me dire ça va durer 20 jours ou 30 jours. Je pourrais me dire, mec, tu pars pendant 8 mois. Mais j'ai besoin de ce goal de me dire, allez, ça va être un peu dur, quoi. Tu vois, je vais un peu pousser la machine et voir ce que j'ai à l'intérieur du moteur, quoi. Parce que je sais que dans 10 ans, je pense que j'en aurai moins sous le capot. Même si je suis pas Thibaut Pinot, je suis encore un peu vivant à l'intérieur, quoi. Et j'ai encore un peu de potentiel physique et tout, et je sens que ça pousse, mais ouais, ça va pas durer 20 ans, donc ouais, j'essaie d'en profiter encore 3-4 ans, on va dire. Après, je pense que ça sera un peu terminé ces ultra endurance vélo à ce niveau-là, quoi. Est-ce que selon toi, il y a des qualités spécifiques qu'il faut avoir là pour réussir cette course-là? Est-ce qu'elle a des choses un peu singulières par rapport aux autres courses de référence que tu as citées, par exemple? Ouais, ça, on pourrait en parler 1 heure, 2 heures, 10 heures des qualités qu'il faut pour être un bon cycliste ultra-endurance. Tu vois, c'est comme en trail, je pense. Mais il y a des choses innées, de l'ordre de l'acquis, de la naissance et tout. Il y a des choses qui arrivent. Je pense qu'il faut être patient. Pour être plus terre à terre, être fort en altitude, avoir des capacités physiologiques importantes en altitude, avoir évidemment une forme optimale pour donner une idée aux communs des mortels ou aux passionnés de vélo, puisque je vais parler de trucs précis, mais on a roulé à plus de 30 à l'heure en VTT sur les 200 premiers kilomètres. Et je pense que j'étais à plus de 300 watts, donc je sais pas, un cycliste du Tour de France dans le peloton, il doit être un peu moins de ça. Et il est un peu plus léger que moi aussi. Du coup, c'est des puissances qui sont hyper élevées, ça va très vite, on est en haute altitude, le danger il est omniprésent, c'est des montagnes qui sont rudes, le paysage, tout est rude en fait, les températures sont dures aussi. Mais j'avais envie d'être là. Avec une grande amplitude de température aussi. Ça amplitude énorme, qui peut aller de -20 à plus 40, ce qui n'existe pas sauf en Himalaya ou quelques pays dans le monde, mais très très rare.
Parce qu'à nos vitesses, hein, je parle quand tu fais 200-300 km par jour. Parce que c'est sûr, si t'en fais 50, bah, la température, elle va pas changer beaucoup. Mais ouais, quand tu passes d'un sommet à 4000, 4005, à tout en bas à 800 mètres, bah, ouais, des fois, il y a 30 degrés de différence, voire plus. Et c'est tout ça, en fait. Et surtout l'acceptation, quoi. Ça va avec la patience, mais l'acceptation des problèmes, tu vois. Pouvoir se retourner en un claquement de doigts, réparer du matos, savoir réparer un vélo, savoir se réparer si t'es blessé aussi toi-même, savoir prendre sur soi, savoir accepter de pas aller vite, savoir rouler la nuit, savoir aussi pas perdre de temps sur des temps de pause réels, c'est-à-dire rouler, qui sont manger, boire, respirer, parce qu'il y a des gens en fait qui perdent des tonnes de temps sur je vais manger un sandwich, je vais m'arrêter 1 heure, tu vois. Nous devant, il n'y a pas de s'arrêter 1 heure. Si tu t'arrêtes 1 heure, c'est pour dormir, quoi. 1 heure, c'est énorme, tu vois, c'est gigantesque. Pour toi qui suis le trail, 1 heure, c'est astronomique. Pour nous, c'est important, c'est pas aussi important, mais c'est quand même beaucoup, beaucoup, quoi. En gros, si c'est 1 heure, vaut mieux dormir. Donc, c'est tous ces trucs-là, pas perdre de temps, aller sur les bonnes boutiques, pas aller sur les trucs, tu vois, bref. Et les hôtels, c'est pareil. Est-ce que tu vas dans un hôtel? Est-ce que tu dors dehors? Apprendre à charger son vélo. Est-ce que tu charges ton vélo? Apprendre à naviguer. Ça, c'est basique, mais c'est hyper important. Parce que en gros, j'avais téléchargé la map qu'ils avaient envoyée à J-7 de l'aventure. Et on est 2 dans le top 5 à avoir téléchargé la mauvaise map qui dure quand même 1800 km. Et pendant 1800 km, j'avais la mauvaise trace. Mais comme je m'en suis rendu compte au bout de 200 ou 300 bornes, j'ai passé mon avant, parce que je pouvais plus arrêter mon truc, sinon bref, ça coupait ma trace. Ouais, grosse galère. J'étais sur la mauvaise trace. Je me suis gouré genre 10 fois. Et j'ai genre 100 km de trop, quoi. Mais c'est la vie. Tu vois, c'est tous ces trucs-là. Quand je me retrouve en haut d'une colline qui était plus sur la map et que j'appelle l'organisateur, il me dit, bah ouais, là, t'es hors map de 60 km. Ok. Là, si t'es pas du tout patient et bah, t'abandonnes, quoi. Mais j'ai dit, ok, on regarde où ils sont derrière, parce que là, du coup, ils vont revenir. Donc, les 24 heures où t'as tout donné, elles ont servi à rien, et puis ainsi de suite. Ça, tu passes vite à autre chose ou t'as de la colère qui traîne longtemps, là? Non, instantanément, je me dis, mais qu'est-ce que t'es con, en fait. Mais en fait, je me dis juste, mais t'as toujours été comme ça. T'as toujours été comme ça. C'est toujours, on en parlait avec Sofiane cet après-midi, Sofiane Seili, c'est toujours, ça va aller, mec, mais ça va aller, mec, mais j'en m'en fous. Puis on se rend compte avec Sofiane, en début de course, quand il me rattrape, parce qu'il tombait dès le départ, que en fait, fallait faire demi-tour au CP1 et on prenait la même route. Donc tu descends 35 bornes et t'en remontes 55 parce que tu tournes à gauche, tu passais un barrage de police. Et en fait, on reprenait la même route et on croise les 3 premiers et je dis putain mec, ils se gourent tous. Non, en fait, on n'avait pas regardé la trace, quoi. Des gogoles, c'est hallucinant, mais c'est marrant parce que cette fraîcheur psychologique, elle te permet de te dire il y a rien qui est grave, quoi. Parce que quand tu connais tout est calibré. J'en connais, hein, notamment les Allemands. Ils sont très comme ça, tu vois. Ils sont souvent soit ancien ingénieur, soit ingénieur, chef produit ou expert comptable. Les mecs, ils ont des tableaux Excel à 1000 entrées. Et le gars, il est sur son tableau Excel à tourner le truc. Ok, bah là, attends, là, je fais une vitesse de 22 km/h. Donc là, je vais arriver à ce CP-là. Il y a ce commerce-là qui va être ouvert parce que il ferme à 20h01 et il sait où il va dormir exactement. Moi, je suis au doigt mouillé comme ça. Je pense que je vais dormir là, tu vois. Et moi, ce que j'aime, c'est tellement le faire au feeling, tu vois. Par exemple, je passe une ville où tout le monde a dû se dire, mais qu'est-ce qu'il est bête. Je m'arrête pas. Il est 22h, tout le monde s'arrête et tout. Bah, évidemment, 22h, tu vas dormir parce qu'il fait froid quand même la nuit. Et moi, je dis, je saute la ville parce que je savais qu'à l'hôtel, j'allais perdre 15 minutes de check-in, 15 minutes de check-out et machin, et la douche, et le temps de brancher mes trucs. Ouais, j'ai dit, j'ai de la batterie, je suis limite, mais ça va le faire. Il fait pas trop froid, il fait 10 degrés. Allez, on va dormir dans un buisson. J'ai mis 70 bornes à trouver un buisson correct. Sinon, c'était que des pierres, quoi, tu vois. C'était vraiment la Sainte Victoire, mais en pire, quoi. Que des rochers et tout. Je dis, non, je peux pas dormir là parce que je n'avais ni matelas, ni bivy. J'avais un pauvre duvet de genre température confort 9 degrés. C'est interdit de faire ça, mais j'ai tenté, quoi. J'ai tenté.
Ça fait partie de tous les arbitrages, j'imagine, à faire au début. Ouais. Parce que tu le portes, le poids, tu vois. C'est comme si sur une course, un trail, un long trail, tu pars avec un duvet, quoi. Tu vois, tu le regardes, le duvet, tu te dis, mais est-ce que vraiment je vais utiliser ce bordel, tu vois? Tu vois, mais c'est comme les pros en trail. Ils arrivent à des téléphones qui font 30 grammes, tout est des arbitrages, tu vois. Mais tu peux avoir ton petit iPhone comme ça. Moi, j'ai 2 téléphones, parce que, ouais, c'est aussi sécuritaire pour moi. Voilà. Est-ce que sur des projets de course comme ça, là, tu mets en place vraiment des préparations spécifiques ou finalement c'est le même flot de préparation, ce que tu peux avoir toute l'année et on va dire, ton hygiène du quotidien dans ta pratique, plus toutes les courses et les gros rendez-vous que tu peux avoir déjà tout au fil de l'année qui font que sur une course comme la Silk Road, tu arrives avec tous tes acquis en ayant travaillé comme il fallait, mais en n'ayant rien mis en place de vraiment spécifique à la course? Ça dépend. Là, ce qui s'est passé, c'est que 1, c'est en altitude, 2, c'est en Asie, 3, c'est sur un pays que j'ai envie de découvrir. Donc 3 trucs hyper positifs pour moi, tout est ok. Donc il y a eu un paramètre énorme, c'est que je venais de faire une des courses les plus importantes du monde, de l'histoire même de notre sport ultra endurance vélo, c'est la Tour Divide, donc traverser des États-Unis nord-sud, où tu passes beaucoup de temps au-dessus de 2005, 3000, voire un peu plus dans le Colorado, voire même un bon 4000. Mais j'ai passé du temps en altitude, j'étais très fatigué après ça, et là, fallait trouver, c'est comme si tu enchaînes la Western et l'UTMB. C'est un compromis entre est-ce que j'en remets une couche ou est-ce que je fais le truc, je garde de la fraîcheur, est-ce que la fraîcheur est plus importante que refaire des intensités? Du coup, j'ai fait beaucoup de repos, j'ai repris des quelques séances d'aérobie et tout. Quand je te parle de séances d'aérobie, c'est des sorties de 300 km, tu vois, quand même, mais c'est me remettre un peu avec mon corps et me dire je suis vivant, quoi. Tu vois, pour moi, 300 km à vélo, je pense, ça représente 80 km en trail pour un trailer. Je fais les comparatifs parce que j'imagine que ton audience, c'est beaucoup. Ouais. Mais en gros, c'est pas énorme, 300 bornes pour moi en vélo. Mais ça me redonne un peu de confiance. Je repasse une bonne nuit dehors et tout ça. Et je sens que je suis pas trop mal. Donc, j'ai remis des intensités les 15 derniers jours et je vais là-bas 15 jours avant. Je vais en altitude tout de suite à 3000. Je vais rouler. Je fais un peu de touring avec un athlète suisse qui s'appelle Adrien Lichty, qui est très, très fort. Et on fait un bout, on monte jusqu'à 3000 et quelques. Lui, il reste dans les montagnes. Moi, je reviens. Je vais à une station de ski à 4000 et je reste là jusqu'au départ, quoi. Mais tous les jours, attention, je me mets des trucs classiques de 10 fois 30-30. Je me mets des trucs, tout le monde me dit, mais t'es un gogolito, c'est trop tard, ça sert à rien. Tu vois, je me fais des seuils jusqu'à J-3. Je me mets des intensités parce que j'ai besoin de débloquer ce moteur. Je l'ai toujours fait. Ça a plus ou moins bien marché dans ma carrière, mais tu vois, la veille du Tour du Loir-et-Cher, par exemple, pour donner un exemple simple, j'ai fait 3h30 de vélo, tu vois. Et c'est pas beaucoup pour moi, mais c'est quand même un peu dingue pour des gens qui se disent, tu vois, ouais, tu fais le marathon, faut faire 10 jours de repos avant la course, tu vois. Mais moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça et ça me fait du bien, ça me remet en confiance. J'ai besoin de passer du temps sur le vélo, de voir que tout fonctionne bien, sans rien péter, et puis voilà, quoi. C'est quoi ton objectif là sur une course comme ça quand tu viens? C'est la place, la chose à laquelle tu penses? C'est le voyage? C'est aller au bout? C'est les rencontres que tu vas y faire? C'est un peu tout ça? Ouais, c'est tout ça. Le seul truc, c'est que je mens pas. Si j'ai un dossard, si j'ai une balise sur moi, c'est pour gagner. Voilà. J'ai envie de faire le mieux possible vis-à-vis de moi-même. Parce qu'en haute altitude, on n'est pas tous égaux. Je fais 80 kilos. J'ai 37 ans, c'est pas vieux, mais voilà, il y a des mecs qui sont plus jeunes et plus rapides. J'ai mon expérience. Je sais en sommeil, je suis très très solide, mais j'ai jamais testé, sauf sur la Tour Divide, en haute altitude, supprimer mon sommeil, parce que tu as besoin de plus de sommeil en altitude, plus de bouffe, plus de calories et tout ça. Et ouais, c'est chaud, tu vois. J'ai des doutes, mais en même temps, je me dis, je vais découvrir un pays, tu vois, c'est ça qui me raccroche. C'est pas l'objectif de résultat où je me remets la pression comme avant. J'ai un peu les jambes qui tremblent, j'ai besoin d'être concentré, je suis dans ma bulle, j'ai peur. J'ai surtout peur de péter mon vélo dans l'avion
ou péter un truc avant le départ, tu vois, tous ces trucs-là, ou des trucs qui peuvent m'empêcher de vivre le truc. Mais après, je me dis toujours, ouais, ça va le faire, quoi, tu vois. Ça va le faire et je vais découvrir un pays. Les gens, ils vont me donner la force. Je suis dans une nature qui est dense, intense, hyper dure et ça va aller, quoi. Ça va aller. Et puis après, quand je vois la vitesse du départ, ça te remet les pieds sur terre un peu. Et là, tous les mécanismes reviennent un peu, mais au fond, c'est découvrir, tu vois. Au fond du fond, c'est ça le levier numéro un. À quel point tu peux définir une stratégie de course, on va dire, à quel point tu peux en tout cas théoriser ton sommeil, ton alimentation, le temps d'effort dans une journée. J'imagine que évidemment c'est constamment bousculé par la réalité des choses et du terrain, mais est-ce que toi, avant le premier coup de pédale, quand ça part, tu as quand même déjà un peu une espèce de plan de route? Est-ce que tu aimerais être un scénario du quotidien, là, te dire que ça va te prendre 7 jours et que les journées elles vont se passer globalement comme ça, que tu dormiras pas plus de 15 minutes par jour ou autre? Est-ce que tout ça c'est déjà écrit, en tout cas pensé? Ouais, il y a beaucoup de feeling, mais il y a toujours une base, c'est que je me dis que tous les jours à minuit, il faut que j'ai décidé de comment je vais dormir. Parce que je dors souvent entre minuit et 3 heures du mat, 4 heures max, et basta, quoi. Et l'idée, c'est de trouver un moyen, un compromis avec moi-même, de perdre le moins de temps possible, de rester le plus lucide possible, sans avoir de problème mécanique, sans tout péter, sans faire d'erreurs. Et voilà, quoi. Parce que la nuit, tu sais, tu vois moins bien, donc c'est du matos, tu peux découper un pneu, tu peux faire 1000 conneries, tu peux foncer sur une chèvre ou avoir un accident avec une voiture. Mais, ou des falaises, parce qu'il y en a beaucoup au Kyrgyzstan. Mais, ouais, j'ai un plan où je me dis tous les jours, Steven, tu vas dormir entre 1h30 et 3 heures, 4 heures maximum. Et voilà, quoi. Et puis, en fait, t'arrives le premier jour, tu vois que ça dort pas. Tu regardes les gars, tu dis, wow. Et là, il se met à neiger. Je déplie mon duvet, il se met à neiger. Je replie le bordel. J'ai dormi 5 minutes. Je repars. Dès que ça s'arrête, j'essaie d'arriver à un endroit un peu safe. Je couche mon truc. J'essaie de dormir. Du coup, j'arrive plus à dormir. Je dors 30 minutes. Enfin, je somnole 30 minutes. Et je repars à bloc. Là, je vois que les gars, ils sont tellement devant moi. Et là, je deviens fou, tu vois. Je dis, mais en fait, ils ne se sont pas arrêtés une seule seconde. Parce que tu vois, je te parle de ça, mais c'est 2 minutes de ci, 3 minutes de ça. Tu doutes, donc tu t'arrêtes, tu regardes quand même ton duvet, où c'est que tu vas le mettre. C'est 1 heure de temps. Et 1 heure, c'est énorme, tu vois. C'est dans une descente, c'est 30-40 bornes. Mm-hmm. Donc, voilà. Donc après, tu repars. Le jour se lève et ça repart pour une bataille. Et puis, en fait, premier jour, j'ai dû dormir donc 30-40 minutes. Deuxième jour, 1h30. Et puis après, je crois que j'ai dû faire un sommeil de 3 heures. Un peu tous les jours, entre 2 et 3 heures tous les jours. Et basta, quoi. Mais des fois, c'était à 3 heures du mat. Des fois, c'était à 4 heures. Ça dépendait. J'ai dormi dans une mosquée une fois. J'ai dormi beaucoup par terre. J'ai dormi une fois à 15 heures où je me suis dit, il fait très très chaud, faut que tu dormes maintenant, comme ça tu fais une belle nuit. Et puis en fait, à minuit, j'étais mort, il fallait que je dorme. Peut-être un principe de la course que tu m'as appris là quand on a échangé en amont de notre interview là aujourd'hui, qui est que t'as pas le droit d'aller demander l'hospitalité en gros pour dormir. On peut te le proposer, mais le règlement stipule que tu peux pas aller solliciter les gens sur ta pour qu'ils t'hébergent. Ah ouais, l'histoire, c'est ça, c'est que t'as pas le droit. Normalement, dans le règlement, on t'interdit de quémander à manger, à boire ou à dormir, quoi. Et au Kyrgyzstan, c'est dur parce que t'as rien à bouffer, rien à boire pendant longtemps, rien à dormir aussi. Je parle en lieu dur, safe. Du coup, tu dors dans des espèces de cabines, des roulottes là, où tu payes ou pas. Mais moi, j'ai jamais dormi là-dedans. Et ouais, le deuxième soir, je me retrouve, je suis dégommé, je suis sur le plateau d'Arabelle, j'arrive en haut. Et là, je vois que les caméramans me filment, de l'orga me filment et me photographient et ça les fait à moitié rire. Enfin, je les entends parler en russe et tout, un peu rigolade. Et je comprends que je suis pas sur la map. Enfin, je suis à 100 mètres de la map, mais à droite. Et c'est la montagne, quoi, tu vois. Sur l'UTMB, si t'es à 100 mètres à droite de la map, tu peux avoir des petits problèmes à certains endroits. Et c'est ce que j'ai fait, mais comme un gogol. Alors que j'étais sur ma ligne. C'était la ligne de la map, mais elle était pas bonne.
ma trace. Du coup, j'arrive en haut, je suis dégommé. J'essaie de traverser. J'arrive en face d'une rivière. Je plante le vélo pour voir la profondeur parce que j'ai pas de pieu ou machin. Et là, je vois qu'il y a au moins 2 mètres de fond. Le vélo plonge dedans. Il y a mon téléphone, tous mes câbles et tout. Je dis, putain, oh, quel abruti. Et là, je regarde sur mon Garmin, il fait combien de degrés? Je vois 6 degrés. Ça veut dire, il va faire moins de 0 la nuit. Je dis, tu fais quoi? J'avance, je fais 10 bornes, 15 bornes, 20 bornes. Et je tombe sur une espèce de cabane d'éleveur. Je dis, tu fais quoi là? Je m'allonge par terre. Je suis pas très loin de la cabane. J'avais vu un môme qui sortait, revenait, sifflait, leur gueulait dessus. Voilà. Enfin, je dis là, celle-là, elle est pour toi. Et je m'endors à 15 mètres de la cabane. Je me pose. Et au bout de 5 minutes, parce que j'allumais mes lumières, machin, je faisais un peu l'idiot hein, au fond. Ouais. Il y a un môme qui sort et qui me dit qu'est-ce que tu fais là et tout, et je lui dis je veux juste dormir, et il me dit non viens chez nous quoi, parce qu'il sait combien la nuit peut être dure et froide. Et en fait j'ai dormi dans la cabane avec il y avait 2 petites filles, ce petit garçon là qui avait je sais pas entre 8 et 12 ans, et les 2 parents, le papa il avait genre 3 dents en haut et une dent en bas, et je les réveille avec ma frontale, j'avais trop honte comme ça. Et je pose mes affaires, mais dans ma tête, je vais dormir 1h30, tu vois. Et eux, ils le savent pas. Ils se disent, bon, bah voilà. Je me réveille 1h30 après. Je me lève. Le père, il me chope. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu sais, il croyait que j'avais une insomnie, quoi, que j'étais en train d'halluciner, quoi. Et je lui dis, non, faut que je parte et tout. Et je lui montre. Et je lui dis combien je vous dois et tout. Et il me gueule dessus. Et il me dit, vas-y. Et en fait, je lui explique, mais je parle pas russe, donc c'est chaud, que c'est une course et qu'il faut vraiment que je parte, parce que je suis désolé, je pourrais pas être au petit-déj avec eux, quoi, tu vois. Et je me casse. Et ça m'est arrivé 2 fois sur la course, de dormir comme ça, un peu sur le palier d'inconnu, surtout pour être au safe, tu vois, parce que si t'es vraiment frigorifié et que tu commences à être à la limite de crever, ils vont te sauver, quoi. Mais ouais, c'est mieux de dormir pas très loin des habitations quand même. Ça, c'est difficile pour toi quand le moment que tu décris là, tu crées cette relation, les gens t'ouvrent leur cœur, leur baraque, tu fais partie de la famille en quelques minutes. Est-ce que le fait que tu doives partir un peu précipitamment, est-ce que ça peut t'affecter aussi, ce petit goût d'inachevé, et puis de ne pas avoir peut-être pu rendre, en tout cas par tes gestes, par ce que tu aurais pu essayer de leur transmettre, même si vous ne parlez pas la même langue? Est-ce que tu es frustré parfois et peiné de devoir un peu couper court à ces moments parce que tu es dans une course? Ouais, très souvent. Seul truc, c'est que je l'ai tellement fait que je l'ai presque intégré. Tu vois, des fois, je m'en veux parce que je dis, mec, enfin, et c'est vrai que j'ai intégré ça à me dire, je peux pas m'attacher. Tu vois, je peux pas promettre, je peux pas dire, voilà. Mais par contre, je leur dis, il y a des gens qui vont arriver, je les préviens et tout ça. Mais je peux pas. Là, je suis obligé de me fermer, tu vois. Je suis obligé, enfin, en tout cas, de me protéger, pas de me fermer. Mais quand je pars là, je regarde cette maison et je souris et je dis, mec, t'as vécu un truc de ouf. Tu vois, je te le raconte à toi, donc je le raconte à d'autres gens qui vont écouter. Et ça, c'est beau, tu vois. Ça, c'est beau. Si je l'avais pas fait, j'aurais pas pu le raconter. Et est-ce que ça m'aurait apporté plus de vivre 10 jours avec eux? C'est sûr. Mais j'ai tellement vécu intensément durant cette course que j'en ai des anecdotes comme ça. J'en ai peut-être une trentaine. Et c'est des moments fous, tu vois, qui sont forts, où tu vis l'enfer et juste après, tu as un espèce de paradis. Et juste après, tu repars dans la nuit. Pour la petite histoire, je me casse dans la nuit, je roule un peu vite parce que je suis un peu excité par ce moment et tout. Et je vois que je double des gars parce qu'ils avaient encore leur lumière qui clignotait. Je vous double une lampe, 2 lampes, 3 lampes. Je dis putain mec. Et en fait, je me rends compte, je suis 2 ou 3e à la sortie de la nuit, quoi, tu vois. Bon, et les mecs m'ont rattrapé après le lendemain parce que je découpe mon pneu dans la nuit parce que j'étais excité. Je fais des descentes à bloc, tu sais, c'est grisant. Ta lampe, elle éclaire bien, tu roules vite. Plus tu roules vite, c'est une lampe sur dynamo, plus ça éclaire bien, donc tu roules encore plus vite. Et en fait, j'ai découpé un pneu, je l'ai vu le lendemain matin, donc j'ai dû réparer. Et oui, il y a un paramètre important là-bas, c'est que tu fais entre 50 et 100 river crossing. Tous les jours, tu croises des rivières qui sont plus ou moins larges, plus ou moins profondes. Soit tu enlèves tes petites chaussures, tu marches pieds nus, tu remets tes chaussettes,
tu refais. Mais moi, j'ai l'impression que t'as pas fait ça, vu comme tu le dis. Non. Dans ces cas-là, j'ai zéro pitié. Même si j'y vais jusqu'à la taille et j'ai pas le temps. Parce que le temps que tu réfléchis, ça, je vais enlever, t'as déjà 20 minutes qui sont parties, c'est 20 minutes. Si tu retrouves à la fin avec des gars, je sais que Sofiane, Justina, enfin, tous les mecs qui sont devant moi, je sais qu'ils enlèvent pas leurs chaussures. Donc, si je commence à mettre de la crème, t'as mis de la crème sur ton visage, je suis mort, tu vois. Donc, je suis un peu bourrinos sur les bords. Ça m'arrivait des fois de prendre des risques un peu inconsidérés, traverser des rivières notamment un peu dangereuses, mais ouais, c'est le jeu, hein, c'est la course, hein, comme ça. Hein. Est-ce que là, plus les jours passent, plus tu es attaqué physiquement et plus ça va être compliqué, j'imagine, mentalement. Est-ce que tous les jours, tu arrives à vivre des moments d'extase ou des moments où tu te dis t'es bien, t'es à l'endroit où il faut, au moment où il faut? Ouais, ça tous les jours. Mais en fait, moi, j'ai besoin de cette espèce d'effet de défonce pour me dire, waouh. Ça sublime ton plaisir, en fait, ça l'intensifie. Ouais, c'est une émotion énorme. Hormonalement, c'est puissant, tu vois. T'es un peu un junkie, quoi, quand même. T'as pas dormi 2-3 jours, t'es fatigué. T'es loin quand même, t'es très loin de ta culture. Tu vois des paysages, mais tellement beaux, tellement extraordinaires. Et des fois, je parle tout seul. Je dis, oh putain, la route. T'es comme ça, tu dis. Et 5 minutes après, t'es dans la douleur parce qu'il fait 45 degrés. T'as pas pris assez d'eau et tu dis, oh putain, la route. Parce que c'est sûr, cette ondulation est magnifique. La ligne droite a fait 80 bornes, c'est fabuleux. Mais c'est horrible. Quand tu reprends le râteau dans la tête, oh merde. Ou bien tu vois un col comme ça, waouh putain, je vais le grimper. Et quand t'es dedans, oh, ça monte 30 bornes. Et là-bas, c'est un peu ça. T'as un peu des cols infinis qui durent 60 km, vraiment 60 km. Et c'est très dur. C'est très dur. Du coup, t'as des moments d'extase qui sont suivis de moments de difficulté. Mais oui, j'en profite tout le temps. Après, t'as tellement, enfin, le Kyrgyzstan, c'est tellement un beau pays pour s'aventurer. À pied, je sais pas, possiblement, mais c'est beaucoup de grandes pistes, en fait. Il y a pas beaucoup d'habitants, il y a pas beaucoup de voitures qui vont sur ces territoires un peu, on va dire, hostiles, en tout cas compliqués à pratiquer en voiture, en 2 roues aussi. Mais ouais, c'est ouf quand tu as des passages à plus de 4000, là, ouais, ok, c'est moi qui ai fait, quoi. Tu vois, t'arrives en haut, tu te prends un petit selfie, ouais, merci. Mais ouais, et juste après, souvent, c'est là que j'ai une crevaison ou une couille, mais ouais, j'ai toujours des moments d'extase vis-à-vis des paysages, des gens, ouais. Et le pourquoi je suis là, que tu peux, j'imagine, une question qui peut te venir à l'esprit de façon assez récurrente. Tu sais comment l'adresser, ce truc-là. Est-ce que c'est la même réponse tout le temps? Est-ce que c'est les mêmes clés mentales pour résoudre cette question? Ou est-ce que tu vas chercher à chaque fois, en fonction du contexte, des réponses un peu différentes? Ouais, il y a toujours des choses différentes, mais de toute manière, il faut aller à cette putain de ligne d'arrivée. Ça, c'est sûr. Du coup, entre les deux, faut choisir. Soit tous les jours, t'es en train de pleurnicher, c'est trop dur, c'est trop machin, mais t'as choisi d'être là. J'ai choisi, donc je sais pourquoi je suis là. Je suis là pour faire cette course. On va la finir. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que je pousse un peu la machine jusqu'à des fois être à la limite de l'évanouissement ou de la grosse PLS du mal des montagnes, par exemple, ou autre chose, des chutes dans les descentes? Parce que des fois, t'es à la limite, hein, quand t'es à 50 km/h dans une descente caillouteuse, tu réfléchis, c'est un vélo qui est chargé, t'es fatigué, t'es de nuit, un silex, ça te découpe le pneu en 1 seconde à 50 km/h, une fraction de seconde même. Du coup, t'es dans tous ces trucs-là à te dire, je vais un petit peu moins vite, je vais un petit peu moins fort, et on verra demain. Avec ce truc de est-ce qu'ils sont passés aussi vite que moi, ou il est à combien derrière le gars devant, il est à combien derrière le gars derrière, pardon, et le gars devant, et puis voilà quoi. Mais non, je sais toujours, presque toujours pourquoi je suis là. C'est évidemment quand tu pousses ton vélo comme il y a eu sur la cycle là, pendant 45 minutes, 50 minutes, j'organise des épreuves moi-même. Là, je dis là, t'es quand même un salaud. Parce que je me dis derrière, si moi je pousse 45, je sais en plus qu'il y a des gens qui ont poussé mais pendant 5 heures quoi.
c'est horrible. Tu sais, en fait, plus t'es derrière, plus ton vélo il est lourd, parce que tu dois prendre de matos, de bouffe, etc. Plus t'es devant, ton matos est léger, t'es plus en condition et tu vas plus vite. Et les temps sont plus courts, tu vois. Tout est plus court, plus vite, mais plus intense, quoi. Ouais, parce que pour les coureurs là qui ont été plutôt en queue de peloton, ils mettent le double de temps, quoi. Toi, t'as mis une semaine, 14 jours pour ceux qui ont mis le plus de temps, ouais. Ouais, 14 jours. On avance un peu dans le temps parce que l'heure tourne, Steven, malheureusement, mais cette course-là, comment tu l'as finie? Comment ça s'est passé les derniers jours? Et puis, ton sentiment, toi, au moment d'arriver, comment t'as vécu tout ça? Je vais commencer cette fin d'arrivée, cette fin de course par une anecdote folle. C'est que j'ai toujours des problèmes aux frontières. Toujours des problèmes aux frontières. T'as eu un cas aux États-Unis très traumatisant. Dans une semaine. Ouais, toujours. Mais toujours, ça m'est toujours arrivé au Népal, partout. Là, j'arrive dans un parc national. Il y a un mec qui arrive, il est 6 heures du matin. Il me demande de payer l'équivalent de $8. Il me remplit un espèce de feuille, mais on dirait du papier toilette amélioré. Bon. Il me remplit un truc avec ce prix, il met un 8 comme ça, il écrit un truc en russe et il me dit voilà, c'est ton permis pour la région. Ah, j'ai dit putain, je savais pas, bon, je paye. Mais tu sais, c'est un peu quand t'as des Roumains dans le métro qui te font la quête là, tu remplis le papier et tu dis peut-être je me suis fait avoir. Bon, je me suis dit bon, peut-être je me suis fait avoir, mais bon, vaut mieux l'avoir. Putain, je fais 20 bornes. Barrage de militaires, il y en avait un qui faisait des pompes et tout, j'étais en train de le filmer, je dis oh trop marrant, le mec il est au milieu de la pampa. Oh putain, c'était 10 militaires qui étaient là en campement, en fait en barrage pour interdire de passer au Kazakhstan, quoi. Sauf que moi j'allais pas au Kazakhstan, de l'autre côté de la frontière à gauche, de la rivière est à gauche de moi, c'est le Kazakhstan, et moi je vais à droite, je passe un dernier col qui fait 60 bornes, un bon 37 km de montée très très dure à plus de 10%. Donc une grosse partie à pied, et eux ils sont là et ils ne comprennent absolument pas ce que je leur explique. Ils comprennent absolument pas le permis sur le papier toilette et tout. Ils me disent que je suis un menteur, que machin. Je comprends 5 mots, donc j'accepte. Donc je commence à m'énerver, ça marche pas. Et le seul truc qui a marché, c'était de pleurer en fait. Mais en fait, je faisais pas exprès de pleurer, mais j'ai craqué complet. Je dis mais ça fait 7 jours que je suis sur le tarmac, les gars. Et je leur parle en français comme ça, hein, comme je te le dis. Je dis laissez-moi passer. Les mecs, je vais là. Je vous promets, je vais là. Je suis dans une course internationale. Ils avaient pas l'information, en fait. Et ils me laissent passer, genre, 1 heure après. Donc, 1 heure de perdu de plus. Et là, je monte ces 37 bornes. Je vis l'enfer sur Terre. L'enfer, hein. Littéralement, c'est très, très dur. Tu montes plus de 4000. Tu bascules, tu descends. Par contre, là, c'est descente 40 bornes. Tu tournes à gauche, 30 bornes de national, là. Et là, tu arrives sur une plage qui est la principauté, c'est genre le Saint-Tropez du Kyrgyzstan. T'as que des influenceuses refaites de partout, à moitié à poil et tout. C'est OK pour moi. Ce que je veux, c'est juste voir l'organisation qui m'avait appelé, Nelson, l'organisateur m'a appelé il y a une demi-heure pour vérifier si tout allait bien. Ils étaient pas là. Il n'y avait pas d'organisateur. En fait, ce qui est mythique dans ces arrivées, comme à l'UTMB ou à d'autres courses comme ça, c'est que tu as les premiers qui attendent le gars qui est 4, qui est 5. Après, ils vont dormir, mais ils m'attendaient, mais pas à l'arrivée. Ils m'attendaient à la plage. Donc, je cherche, je trouve pas et tout. Donc, je dis, bon, bah, je vais aller à la plage, peut-être qu'ils sont là-bas. Et je les vois à la plage. Ils en avaient rien à foutre de ma gueule, quoi. Ils étaient dans l'eau, en train de faire des saltos et tout. Et je dis, putain, les mecs, pas de respect, quoi. Il me dit, putain, mec, je t'ai zappé. Et je dis, en fait, ce que j'aime dans ce sport, c'est aussi ça, c'est aussi ce truc de, on s'en fout, quoi, tu vois. Et ça te remet à ta place. Là, ton orgueil, ton ego, je suis un champion. T'es à 0, mec. C'est pas l'arrivée sous l'arche, enfin, triangle de l'amitié, où t'as 50 000 personnes. Ah, mec. T'as pas eu les cloches des alpages. Ah, voilà, t'as rien. T'es solo. Tu n'es personne. Juste t'arrives, t'es content, tu serres la main des gars, tu les prends dans tes bras. Bon, bah voilà, mec. Ça y est, on est frères, quoi. On s'est bataillé. Et puis voilà, ça fait 7 jours qu'on est dehors. Et il y a personne qui m'attend. Et puis voilà, quoi. Donc, c'est ces moments-là que j'aime bien. Et ouais, j'en parlais avec Sofiane tout à l'heure. C'est aussi ces moments d'après-course où on se raconte les anecdotes, les rigolades, les machins. Là où il a perdu du temps, là où il a fait le con, ce qu'il a eu comme problème mécanique. Et là, tu dis, ah, putain, j'aurais peut-être pu. Et puis non. Le constat, c'est quand même que tout le monde se tape sur l'autre galère, non, j'imagine.
Ah, bien sûr, c'est toujours. Sofiane, il se pète la tronche au départ. Je croyais qu'il était mort, hein. Franchement, on était à 30 à l'heure, il tombe en VTT, la tête contre le sol. Pour moi, il était vraiment pété, quoi, vraiment blessé. Il casse son téléphone, enfin, il a eu toutes les merdes pendant 50 bornes. Et puis, il gagne la course, quoi. Et des trucs comme ça, t'en as 100 pendant la course, quoi. T'as 100 fois où tu te dis, oh, putain. Quand ton liquide tubeless te coule sur la tête et tout, ah non. Tu mets des mèches, là, les trucs qui nous réparent les pneus. J'en ai mis 10 d'un coup, les trucs, il est éjecté, ça m'asperge de liquide tubeless partout sur mes habits, mon visage et tout. Super. Et ça, c'est tout le temps. T'as tout le temps des merdes, en fait. Mais c'est ce qu'on aime. Pour donner quelques infos juste à nos auditeurs, donc vous étiez 217 partants et 88 à finir, donc 60% d'abandon. Et toi, Steven, donc tu as fini 4e après 7 jours de course, 6 heures et 40 minutes. Ouais. C'est quoi, Steven, ce qui te rend le plus fier après une telle aventure? J'ai envie d'aller te chercher sur la fierté. De l'avoir fait, d'avoir fini cette épreuve, de faire 4e, certes, et d'être allé au bout, d'avoir fait les choses comme je pouvais, de pas avoir pété trop de matos. J'ai découvert un pays et c'est tout ça qui me rend fier, en fait. C'est ce mix de toutes ces choses, d'avoir pu réguler aussi mon caractère, mes paramètres physiques, mentaux, et me dire, bon, bah, t'es solide, quoi. T'es solide. Après, t'as pas gagné la course. Mais comme j'ai dit à Sofiane, bah, t'es plus fort que moi. Les mecs, je leur ai tous dit, vous étiez plus fort que moi si vous finissez devant. Et bah, c'est ça qui me rend fier. C'est d'être allé au bout et puis voilà, quoi. C'est un petit truc, mais c'est tellement de douleur et de choses pour arriver à ce truc-là que tu peux que être fier. Est-ce que tu aurais fait quelque chose de différent dans les paramètres que tu maîtrises, en tout cas? Ouais, j'aurais peut-être été en altitude pendant un mois, j'aurais peut-être fait plus de montagnes. Est-ce que j'aurais pas été plus fatigué? J'en sais rien, en fait. Tu vois, mais sur la prépa, en tout cas, pas forcément dans la course. En tout cas, tu penses avoir pris les bonnes décisions face à chaque situation? Je pense. Et pendant la course, pareil, ouais. Qu'est-ce que j'aurais fait? Arrêter de dormir, je serais mort. Arrêter de manger, je serais mort. Arrêter de boire, je serais mort. Peut-être mettre la bonne map avant le départ. J'aurais peut-être gagné 5-6 heures de temps. Du coup, ça m'aurait amené pas loin du podium. Mais est-ce qu'il m'aurait battu ou pas? Non, ce que j'aurais adoré, c'était de retrouver Justinas, mon ami Justinas, un Lituanien dont on a à peu près le même niveau, mais il m'a toujours battu, cet idiot, quoi. Toujours battu, quoi. Et j'arrive pas à le battre, tu vois. Ça me plaît. Ça me fait rire. Parce que j'ai envie de le retrouver un jour et me dire, bon, bah, on est ensemble et puis voilà, quoi. Mais c'est le seul regret que je peux avoir. Le reste, je m'en fous. Tu prends tout. Ouais. La reconnexion au réel, elle est difficile. Ça prend du temps. Quand tu reviens d'une aventure comme ça, est-ce que tu retrouves tout avec plaisir les choses telles que tu les as laissées? Ou est-ce qu'il faut un peu de temps pour trouver ta place? Non, il n'y a pas de place. Ma place, elle est partout. Ma place, elle est là. Ma place, tu sais, je retombe tout de suite sur terre. Hein. Quand je prends mon ordi et je vois 172 mails en retard, que j'ai 15 rendez-vous à gérer, que j'ai un Gravelman à organiser avec 200 personnes qui en ont absolument rien à foutre, même s'ils aiment le super-héros qui a fait la Tour Divine. Eux là, aussi, ils auraient été à la plage à t'attendre avec un cocktail dans la main. Ouais. Et ils s'en foutent total. Ce qu'ils veulent, c'est que tu sois au départ de la prochaine orga, tu leur fasses un servicing parfait, que tu les accueilles au départ, à l'arrivée, pendant la course, faire 2-3 surprises, organiser une épreuve, quoi. Mais au fond, ils s'en foutent, hein. Et mes sponsors, machin, ils veulent que tu leur envoies les images, les trucs. Et la vie continue, tu vois. Je suis pas loin du monde. Je suis un peu à côté parfois, mais non, je reviens toujours. Je retombe sur mes pieds et puis c'est ça aussi que j'aime, c'est transmettre. Donc j'ai besoin de revenir aux gens aussi. On est quasiment à la fin de cet épisode, Steven. J'ai une petite question avant qu'on ouvre et qu'on clôture sur ton projet à court terme. Si on devait résumer cette aventure épique là en un titre d'œuvre, un film, un bouquin, un nom d'artiste. Je saurais pas te dire. J'ai regardé juste avant et je te jure, j'ai dit là, celle-là, je suis mort.
Ouais. Je dis là, il va me buter, quoi. Mais la grande pour vadrouille. moi, c'est exactement ça. J'allais parler d'une épopée, en fait. En fait, aller au Kyrgyzstan ou en Asie plus généralement, mais Kyrgyzstan en vélo ou en cheval, c'est très comme ça. C'est une épopée un peu fantastique, tu vois. T'es toujours dans un truc de waouh, tu vois. C'est dur, mais c'est toujours waouh. Après, c'est russophone, donc c'est dur. Mais ouais, c'est très épique. Le Je suis beau fort, d'œil. je suis fort. Ouais, franchement. Il est retombé sur ses pieds, le chat. Il est doué, Steven. Le kit de survie, c'est aussi une question rituelle du podcast. S'il y avait 3 choses, 3 pensées à avoir sur soi ou en soi pour espérer mener à bien une telle aventure, c'est quoi les 3 notions ou choses qu'il faut prendre avec soi pour réussir cette Silk Road? Être le plus apaisé possible en partant. Être là pour aller au bout de l'aventure avant toute chose, au-delà de parler du résultat, etc. Et s'intéresser aux gens, aux paysages, au territoire, tout ça. Parce que quand vous serez dans la difficulté, il y a que ça qui va rester. Et vous pouvez dire, ouais, bah, moi d'habitude je roule à 20 km/h. Là, vous allez rouler à 5. Et c'est très dur. C'est très, très, très dur de rouler en haute altitude. C'est très dur d'être entre 7 et 14 jours dehors, entre moins 20 et plus 40 degrés. C'est très dur d'essayer de parler ou de trouver des solutions avec des gens qui parlent pas votre langue. C'est très dur d'être sur un vélo jour et nuit, de pas faire d'erreurs, de réparer son matériel quand il fait moins de 0 ou quand il fait 40 degrés, de trouver de l'eau, de trouver à manger. Donc voilà. C'est ça les conseils pour moi, c'est de revenir toujours au sens et aux gens et au paysage. La suite, donc Steven, c'est le 3e chapitre de ton projet 666. Il y a la Katama qui te tend les bras là dans quelques semaines. Donc c'est 4000 km, 40 000 de D+, 7 jours. C'est une zone hyper aride. Tu es en autonomie totale. Enfin voilà, c'est un sacré chantier à nouveau. C'est quoi ton plus gros challenge, tu penses, sur cette aventure? D'aller au bout, ça va être l'eau, je pense, le plus gros challenge. Et ça va être de trouver à manger, à boire, et puis après d'essayer de transmettre. C'est ça qui est dur dans mes projets documentaires et mes projets aventures de ce type individuel, c'est de transmettre ce que je veux, ce que je veux transmettre. J'ai une petite équipe photographie tournage qui vient 7 jours, d'essayer de donner la quintessence de ce que j'ai vécu, de ça, de montrer aussi les enjeux en cours sur les zones aussi arides que l'Atacama. C'est quoi ne pas avoir d'eau pendant 200, 300, 500 kilomètres. C'est quoi de pas avoir d'eau dans le monde de demain, etc. Donc, essayer de transmettre tout ça, essayer de faire au mieux et puis de m'amuser surtout. Et ça, c'est pas facile. Dernière question, Steven, avant qu'on se quitte. Une phrase à compléter. L'aventure, c'est? L'aventure, c'est la vie. C'est ma vie en tous les cas, mais l'aventure, c'est la vie. Aventurez-vous, amusez-vous, vivez fort, intensément, prenez des risques avec vous-même, essayez des choses, tentez, écoutez pas les autres, mais aventurez-vous et l'aventure, c'est purement la life, quoi. Si vous aventurez pas, vous passerez à côté de plein de choses, donc dépassez un peu vos paramètres mentaux et physiques. Merci beaucoup, Steven. C'était un super moment, comme d'habitude, avec toi. On n'est jamais déçus. Ça aurait pu durer. Tu dois dire ça à tout le monde. Alors tu sais, je suis un mec sincère, donc je le dis quand je le pense. Et en plus, tu sais que je le pense. T'es un coquin, tu sais très bien. Tu connais mon degré de sincérité, ma sensibilité. Je pense qu'on se rejoint pas mal sur la sensibilité, notamment. Merci en tout cas, c'est une très belle aventure humaine, évidemment, au-delà du dépassement sportif qui est saisissant et incroyable. Voilà, bravo pour cette résilience, ton ouverture au monde, ton ouverture à toi-même aussi. Tout ça, c'était passionnant à vivre et je pense beaucoup de choses à tirer. Et puis pour chacun nos petits bagages perso à emmener avec soi pour aussi se construire, avancer, progresser. Je pense que tout ce que tu peux nous raconter est très bénéfique dans cette quête qu'on peut avoir chacun là pour tracer notre route et trouver notre place. C'est gentil. Prends soin de toi et puis on va te suivre sur l'Atacama. Ouais, avec grand plaisir. Ouais, ça part dans 7 jours pour un petit mois d'aventure intense. Ta valise, elle sera prête donc dans 6 jours et 23 heures à peu près? C'est un peu ça. C'est purement ça. C'est purement ça. Hier, je me suis rendu compte que c'était vraiment un bordel chez moi.
J'ai pris une femme de ménage pour te dire à quel point c'est le bordel pour essayer de défricher la bataille navale que c'était chez moi, quoi. C'est un magasin de vélo, mais mal rangé. C'est un peu les magasins à l'ancienne, tu vois, dans les années 90, tu vois. Ouais, mais très très mal rangé, où le mec il sait qu'il a la pièce dans le magasin mais il la trouve pas. Bougez pas, elle est quelque part. Ouais, c'est exactement ça. Donc ouais, je vais essayer de faire ça ce week-end si j'ai une minute. J'ai 200 bornes à faire, mais ça ira. Bon courage pour le bouclage en tout cas. Prends soin de toi Steven, merci pour ce plaisir à nouveau et puis à très vite évidemment. Salut à tous. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Et pour être sûr de ne manquer aucune aventure épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute habituelle. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Merci pour votre soutien et pour votre fidélité. Et rendez-vous dans 2 semaines pour vivre ensemble une nouvelle aventure épique, évidemment. Et si vous voulez vibrer d'ici là avec des histoires de course à pied hors du commun, courez écouter mon autre podcast, Course épique.